bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez peut-être être étonné par rapport à ce qu'on avait annoncé, jeudi avec Paulin. Normalement, Paulin aurait dû être à ma place. Malheureusement, ce week-end a fait tomber du monde. A fait tomber du monde. Euh, Paulin sera devant ce live, mais bien au chaud, dans son lit, sous sa couette, avec des médicaments. Voilà. Donc non, non, on est tous un peu éclatés. Donc Timo et moi, on fait partie de ceux qui s'en sortent le plus. Et en tout cas, bah, dans l'équipe, forcément, euh, on était dispo, donc on le fait. Donc voilà, je remplace Paulin ce soir. Je suis aux côtés de Timo, un duo que vous avez vu, bah, du coup le duo le plus utilisé par l'équipe Game Time, hein. On peut se le dire. Et puis, bah, ça fait plaisir d'être là et je vais te laisser la main pour nous dire comment tu vas, si tu veux revenir un peu sur ce fameux week-end lillois et puis ensuite nous énoncer le programme de cette soirée. Soirée qui ne durera normalement qu'une heure. On ne poussera pas plus pour des raisons que Timo va vous expliquer. Ça marche. Eh ben écoute, salut à tous et toutes. Bah salut Matt, content de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, Et non, vraiment très heureux d'être là. Voilà, je suis un des survivants avec Matt de ce week-end qui était mouvementé, fort cool. Vraiment, on s'est éclaté. Mais il y en a qui se sont fait éclater aussi au niveau santé. Donc non, très ravi d'être là. Franchement, vraiment très bon week-end où certains ont brillé plus que d'autres. Hein. Vraiment, je pense à une certaine personne qui est avec moi en live. Hein. Je veux pas faire le lécheur, mais il y a un petit MVP au niveau du futsal, je pense. Et, euh, et donc voilà, non, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler principalement de la NBA. Vraiment, c'est la thématique principale. Donc, on va faire le point à un mois de la fin de la saison régulière sur les dynamiques, sur qui on voit arriver en playoff et avec quelle forme. Juste avant ça, on va faire un petit point sur les actus sportifs du week-end parce que franchement, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Voilà, rugby, tennis, F1. Donc, on va faire le point sur tout ça. On va s'amuser, on va rigoler. Et puis voilà, un petit coucou spécifique effectivement à Paulin qui est actuellement dans son lit en train de nous regarder. Donc voilà, je te laisse la main et encore une fois, très content d'être avec vous. voilà, donc il l'a si bien dit, je pense que le mot content, le mot bonheur, c'est ce qui résume un peu l'état dans lequel on est. Je vois Isaac qui enchaîne directement, on n'est même pas parti encore à 100% sur la NBA. Il a décidé de tirer ce soir, il a sorti la calache. Voilà, Shai est un FT, Merchant, on en parlera peut-être. En tout cas, bah, pour l'actu sportive, on va prendre 5 à 10 minutes maximum. Voilà, je pense que le mieux c'est de commencer par rapport à hier soir. Parce que hier soir, bah, en fait, en parallèle de tout ce qu'on a fait, nous, de notre week-end sportif à nous, donc futsal, Oops Factory, on est allé au bar après. Si vous voulez, on peut vous glisser vite fait à l'oreille le fait que oui, je suis, d'après beaucoup de gens, le MVP de notre match de futsal, mais avec moi, tiens, je passe le bonjour à Gaëtan qui vient d'arriver dans le live. J'espère qu'il va bien. Et du coup, oui, voilà. Mais avec moi, j'ai quand même Manuel Neuer. Parce que certes, on a fait 18 partout. On a fait 18 partout. J'ai mis 12 buts, j'en ai offert 3. Mais à côté, grâce à un gardien hors pair en live avec moi, on a pu faire ce match nul contre l'équipe de Paulin. Voilà. Je peux pas être MVP. On n'a pas perdu, Paulin, t'es un menteur. On a Même pas Anthony perdu, on dit a qu'il y fait a match 18 nul. partout. Même Anthony l'a dit. C'est toi qui veux changer Quel le escroc. score, espèce d'escroc. Voilà. En tout cas, après, on a fait basket, mais le basket, on était tous rincés. Donc voilà. Oui. Et puis, on est allé au bar pour voir le fameux dernier match du tournoi Destination France-Écosse avec cette belle victoire. Se doubler pour le tournoi Destination avec les U20. Et ce qui est très beau, et je te laisserai en parler, mais c'est que les deux tournois ont été remportés avec une défaite contre l'Angleterre et l'Angleterre finit deuxième. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est splendide, vraiment, c'est un grand plaisir, un grand week-end pour le rugby français avec ce doublé qui n'est pas forcément réalisé tout le temps, que ce soit par la France ou par d'autres nations. Donc non, vraiment incroyable. Vendredi, scénario assez incroyable parce qu'il fallait la défaite des Anglais.
Et c'est les Gallois, hein, les Gallois qui sont vraiment au fond du trou, hein, et qui ont réussi à les gagner face aux Anglais, qui ont réussi à nous offrir l'opportunité de pouvoir remporter ce tournoi U20. Donc magnifique. Et puis hier soir, honnêtement, un moment incroyable qu'on a vécu au bar, et je pense beaucoup de gens derrière leur écran ont vibré, mais voilà, la victoire des seniors, entre guillemets, et franchement un match face à l'Écosse fort agréable à suivre, même un peu stressant quand même, première mi-temps. Donc du coup voilà, voilà pour le petit point sur le rugby. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, ta vision de la chose, comment tu as vécu ça. Et ben, comme on en a parlé déjà, c'est vrai que du côté des U20, c'était même assez surprenant que les Anglais perdent contre les Gallois. Même si les Gallois sont quand même plus forts chez les U20 que chez les seniors Oui, par rapport oui, au tournoi. La preuve, on l'a vu hier parce que quand on est arrivé, quand on s'est retrouvé au bar, il y avait le match justement Angleterre-Galles qui finissait et on a bien vu que les Gallois se sont pris une branlée par les Anglais au niveau des seniors. oui, Du coup, c'est là où on oui, savait que oui. dans tous les cas, nous, il fallait absolument gagner contre les Écossais. On s'est fait peur, mais comme je l'ai si bien dit au bar en rigolant, je savais que les Écossais, n'aimant pas les Anglais, feraient exprès de s'arrêter de jouer à la 65e. Ils s'étaient même un peu arrêtés avant, pour notre plus grand bonheur. On est passé à un rien que LBB devienne le seul recordman d'essai sur un tournoi, mais il a juste égalé le record. Mais par contre, en parallèle, ce qui est aussi très beau, c'est qu'on a Thomas Ramos qui est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France. Et aussi, l'équipe de France est l'équipe qui a inscrit le plus d'essais en un seul tournoi à destination. Et ça, je pense que il y a tout un accomplissement avec ce tournoi. Puis même pour Galtier, je suis content pour lui. Alors les drapeaux, malheureusement, on les voit pas très bien dans l'overlay du chat, c'est dommage. On les voit bien dans le chat Twitch, mais pas dans notre overlay, malheureusement. Voilà. Mais oui, du coup, on peut dire que c'est un sacré accomplissement. Et même, je suis quand même content pour Fabien Galtier qui a reçu beaucoup de Oui. critiques et qui m'a surpris parce qu'il nous a proposé, il a proposé beaucoup plus de jeux que d'habitude avec cette équipe-là. Voilà, je sais pas un peu ce que Oui. tu penses par rapport au jeu et de Fabien Galtier, mais c'est vrai que j'ai retrouvé un renouveau chez lui au coaching. Et c'est ça qui m'a agréablement surpris. Et je pense que là, c'est les fruits de son travail. Je suis totalement d'accord avec toi. Il nous a voilà surpris. Il s'est adapté à l'adversaire, notamment. Je pense à sur le fait que le banc passe à 7 avant et seulement un arrière, qui a beaucoup joué face à l'Irlande et même face à l'Écosse. C'est-à-dire quand tu as quasiment tout ton paquet d'avant qui est frais durant toute la deuxième mi-temps, bah forcément, physiquement, tu prends le dessus sur tes adversaires. Il s'est adapté, même dans son coaching, voilà, effectivement, improvisé du jeu, on était efficace. Hein. Parce que quand on regarde les stats face à l'Écosse, l'Écosse a plus porté le ballon, a eu plus d'occasions d'essai, entre guillemets, hein, si on peut comparer avec les XG au foot. Et pourtant, à la fin, on gagne de plus de 20 points, presque. Donc, franchement, effectivement, chapeau, M. Galtier. Donc voilà, et puis pour conclure, ouais, c'était un peu moi j'ai retrouvé un peu la même chose que face à l'Irlande, capable d'être très fort sur sa ligne en défense. Ouais. Un peu comme on aurait pu comparer avec le PSG Liverpool du match aller où t'as un gardien qui est très fort sur sa ligne et grâce à lui tu gagnes le match. Bah là c'est pareil, c'est notre défense qui est hyper solide et derrière en fait on est ultra efficace. Ah oui. C'est exactement ça, c'est limite à un ballon un essai. J'exagère un peu la chose. Mais voilà, donc je pense que là-dessus on peut finir. On peut peut-être basculer. Tiens, il y a Rémi qui nous dit ça fait longtemps vous. C'est vrai que ça fait très longtemps, juste ce matin. Mais voilà. Je pense que je sais pas de quel autre sport que tu veux parler. On peut parler peut-être un petit peu du biathlon ou parler de la De Formule la 1 F1. rapidement. Oui, oui, bah, je vais démarrer un petit peu avec la F1. La F1 avec un GP, donc 7000, premier GP de la saison, GP d'Australie, donc beaucoup d'attentes quand même, puisque voilà, on voulait savoir un petit peu où en étaient les différentes écuries. Donc c'était plutôt intéressant et voilà, un GP qui on savait allait être marqué par la pluie, dont on a douté potentiellement la présence. Hein, vraiment, vraiment, quand j'ai vu la course de F2 annulée et F3 interrompue au bout de quelques tours, j'avoue que je me suis dit que le GP allait être annulé ou que ça allait faire 2 tours sous safety et c'était fini. Et bien, finalement, il a eu lieu. Je ne me suis pas réveillé pour ça. Mais en tout cas, voilà, les enseignements principaux, c'est victoire de Norris devant Verstappen et Russell. Kimi Antonelli, quatrième quand même. Je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est ton chouchou. Donc voilà, en partant de la 18e place. Et voilà, petite déception pour les Ferrari en tant que fan de l'écurie. Bon, petite erreur stratégique avec la safety car.
mais voilà, un GP qui est parti un peu dans tous les sens avec beaucoup de crash, avec les conditions météorologiques. Et effectivement, je vois Max est un monstre. Effectivement, il a prouvé qu'encore une fois, c'est lui le patron, même avec une monoplace un peu moins forte que les années précédentes. Après, c'est vrai que monoplace un peu moins forte, mais c'est surtout la pluie. On sait que Max est Oui, très très fort sous la pluie. On a vu d'autres pilotes très oui, forts sous la pluie, dont Lance Stroll qui fait sixième. Je vois Rémi qui dit les ingénieurs Ferrari ont rappelé qu'ils étaient aussi. Le problème, c'est qu'ils se rappellent plus de leur boulot. Voilà, ça c'est Célestin, bien évidemment. En fait, pour dire, je pense que même au-delà des Ferrari, en fait, on peut même pas reprocher aux pilotes de pas avoir bien conduit, puisqu'on connaît aussi le talent de Lewis et de Charles sous la pluie, qui reste bah quand oui, même c'est ça. très solide. On les a déjà vus être capables d'aller au moins jouer des victoires et des podiums sous la pluie. Mais là, malheureusement, la stratégie les a pas aidés du tout. On a vu la radio cataclysmique avec j'ai de l'eau. Voilà, donc on n'en parlera pas Oui. plus. Je vous laisserai aller sur les réseaux, regarder cette scène qui est très très drôle, exceptionnelle. Mais, euh, mais donc voilà, donc honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'on n'a pas eu trop de surprises à part les Ferrari, mais bon, c'est la stratégie, donc en même temps, c'est pas non plus une si grande surprise malheureusement. Peut-être surpris du coup de Stroll et d'Hülkenberg qui ont su tirer parti de cette pluie, malgré des monoplaces qui sont pas forcément les meilleures. Et puis si je devais dire Ah, une ah, chose, la petite tristesse pour Isaac Hadjar, qui ouais. avait de grandes chances sur ce GP d'être dans les points, mais qui malheureusement s'est sorti dans le tour de formation. Bon bah voilà, c'est l'apprentissage, c'est l'arrivée au niveau, mais comme l'ont dit beaucoup de gens, il a quand même de la F1 en lui, on sent que c'est un bon pilote, donc voilà. Et puis je lis, alors je ne prononcerai pas le premier mot, mais je lis non non non, Oui, oui, oui. Helmut Marko. Oui, je suis Ouais, d'accord parce ouais. qu'Helmut Marko a quand même osé dire que la scène qu'avait fait Isaac Hadjar était gênante. Non, pour moi c'est Ouais. totalement normal d'avoir ce type d'émotion, de tristesse. On l'a vu dire qu'il était désolé et gêné pour l'équipe en plus en comment ça s'appelle en interview. En Donc interview, ouais. on sent que il veut bien faire. Donc comme l'ont dit Ouais. certains, il a de l'avenir en F1. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Je suis d'accord, hein, par rapport à Helmut Marko, la déclaration, je la trouve lunaire, mais ça m'étonne pas de lui, hein. C'est cataclysmique, ces déclarations. Donc vraiment, honteux. Et oui, je vois Célestin qui en parle, mais oui, je Oui, voulais juste rebondir sur le père de Lewis, Anthony Hamilton, qui est venu consoler Hadjar dès dès qu'il était dans les pits après son crash. Et je trouve l'image magnifique et ça montre à quel point voilà. Les valeurs humaines sont quand même présentes quelquefois et ça fait chaud au cœur vraiment de voir ça. en fait, il l'a bien dit. Il sait que c'est compliqué quand on est jeune pilote. La preuve, il a suivi son fils, il a vu son fils, donc il sait que ça peut être compliqué. Et puis c'est ce qu'il a dit. Moi, la phrase que j'ai trouvée belle, c'est qu'il a dit il fallait que j'agisse comme un père. Donc moi, je trouve cette phrase magnifique parce que c'est vrai, Ouais, Isaac Hadjar n'est pas son fils. Et pourtant, on aurait dit sur cette scène-là, entre guillemets, avec cette image, que c'était son fils. C'est ça qui est juste exceptionnel. Et ça souligne à quel point, même, je prends la famille dans son ensemble, hein, la famille Hamilton, on le voit de plus en plus, c'est une famille qui est pleine d'humanité. Euh, c'est des gens où, comme on le dit, tu sais, quand on est dans ces mondes de sport, on parle des basketteurs, des footballeurs, où souvent on a tendance à les critiquer en disant qu'ils sont loin de la réalité. Bah, on voit quand même qu'il y en a certains qui ont une sacrée humanité. Et oui, je trouve ça beau. Donc je pense on peut clôturer sur ce beau message d'accord. et enchaîner peut-être rapidement sur le biathlon. J'aurais surtout eu tendance à parler des Mastart ou remporté par Ouais, la française Lou Jean Monod qui joue du coup donc le gros globe, c'est-à-dire le titre final. Et bien, elle n'est plus qu'à 20 points de Preuss parce qu'elle en avait perdu jeudi quand il y a oui, eu l'individuel. Là, elle a oui, repris des points. Donc c'est très important. Elle n'est plus qu'à 20 points. Tout se jouera sur le dernier week-end de course qui est le week-end ouais, prochain si je ne me trompe pas. oui, oui, Donc, oui, c'est ça. donc voilà. Le lendemain, on a eu alors une course stratosphérique des Français sur la Mastart, doublée avec Eric Perrault et Quentin Fillon-Maillet. Leigrid, comme justement malheureusement Johannes Beu est tombé malade, bah, Leigrid remportera le gros globe, je pense. C'est Oui, quasiment fait, puisqu'en plus il a fait podium derrière les deux Français. Et on a quand même eu Fabien Claude qui fait quatrième. Je crois que les autres Français se font aussi un tir groupé dans le top 10. Donc c'est une belle fin de oui, saison pour l'équipe masculine qui avait eu légèrement, je vais bien dire légèrement plus de difficultés puisque l'équipe norvégienne dominait. À l'inverse des filles qui, elles, ont dominé. Si bien qu'au classement général, je crois que certes Preuss est première, mais derrière c'est 2, 3, 4, 5, c'est les Françaises. oui. Même presque Ça, 6 c'est sûr. puisque Justine est septième et joue
la sixième place contre l'Allemande Grossian. Enfin, entre de la 4 à la septième, il y a encore une grosse bagarre. Donc non, honnêtement, c'est très plaisant à suivre. Alors, j'ai pas pu voir ce que ça donnait au niveau du classement du relais mixte, puisqu'on a eu les relais mixtes aujourd'hui. Relais mixte simple, Alors, tout de suite. la France fait quatrième au relais mixte simple, la France fait deuxième au relais mixte, donc à 4. Maintenant, c'était à savoir pour le gros globe, est-ce que les points, la Suède avait repris suffisamment de points ou pas, ou est-ce que le petit globe, justement, du relais mixte restait du côté français. Voilà. Alors. Parce que je sais que ça se jouera à quelques points, voire à une égalité. Et après, une fois que Timo nous aura retrouvé ça et pourra nous le dire, on pourra basculer sur le sujet du soir, qui est la NBA. Et je laisserai la main à Timo pour commencer. Ça marche. Alors, au niveau du relais, non, on est premier. On est premier. On est devant la Norvège et de la Suède, les troisièmes. Donc le globe reste... Oh oui, il y a 95 points d'écart entre la France et la Norvège. Très bien, et ben c'est parfait. Alors attention, est-ce que tu regardes bien le classement? Merci Monsk 1998 pour le follow, ça fait plaisir. Et, non, je dis des bêtises. Ah, tu es sur le classement nation. Tu es sur le classement nation. Oui, et là, j'ai l'info, la Suède est de 9 points devant la France. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, donc, malheureusement, pour le relais mixte, la victoire de la Suède sur le relais mixte ce soir aura fait la différence et donc aura permis à la Suède de remporter ce petit globe. Parce que j'entendais tout à l'heure qu'au niveau des points, ça collait plutôt bien. Mais donc, finalement, voilà, alors, on n'est pas à l'abri que finalement, ce qu'on vous dise là, ça soit changé entre temps et qu'il y ait un recomptage de points. Enfin, voilà, parce qu'il y a eu un moment où ça nous disait que la France, enfin, moi, quand j'ai regardé l'équipe, ça nous disait que la France l'avait. On nous a dit ensuite, ah, ça va être juste parce que ce sera sûrement la Suède. Donc on attend de vérifier, on attend de savoir. Mais en tout cas, ce dernier week-end a été très très bon pour les Suédois qui, du coup, d'après nos informations, remportent ce petit globe. Ce globe, oui, effectivement. Donc, on va pouvoir passer à la NBA, au gros sujet principal du soir. On est là pendant encore au moins 40-45 minutes. Et donc, je te laisse la main pour commencer. Ça marche. Oui, concernant la NBA, là, on arrive dans le money time de la saison régulière. Donc là, on va se battre. Beaucoup d'équipes vont se battre pour une place au play-in, en play-off. Donc là, le but un petit peu de l'échange aujourd'hui, ça va être de faire le point un petit peu sur les dynamiques, sur les tendances, sur les projections, les prédictions qu'on peut faire sur cette fin de saison régulière et sur un petit peu les play-offs. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même des tendances qui se dégagent, notamment à l'Est. Après, à l'Ouest, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus la jungle, malgré tout. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Donc moi, je peux remarquer quelque chose si je peux commencer. Donc c'est au niveau de la Confest, hein, on a quand même une dynamique au niveau de Cleveland qui est quand même fantastique, hein, 15 victoires d'affilée, ils sont sur une série qui est assez fantastique. 16 victoires. 16, pardon, effectivement, pardon. 16, et je crois qu'ils jouent en ce moment et ils peuvent potentiellement faire une 17e. Oui. Donc honnêtement, voilà, les Cavs qui arrivent un petit peu, c'est bizarre de dire ça alors qu'ils ont 16 victoires d'affilée, mais un peu en catimini en playoff, ils vont arriver un petit peu avec l'image de l'équipe de régulière, mais dont on ne se méfie pas du tout en playoff. Donc attention quand même, parce qu'avec l'arrivée de Kenny Atkinson, qui a apporté un vent de fraîcheur et qui a apporté, voilà, au niveau de la qualité de jeu, beaucoup de certitude aux Cavs. Donc j'attends de voir quand même en playoff, je me méfierai quand même un petit peu. Après, derrière les Cavs et Boston, les Six, et bien évidemment, voilà, il y a le maillot de JT derrière moi. Moi aussi. Les Six qui ont validé leur place en playoff. C'est un petit peu, voilà, les Six sont un petit peu en contrôle, voilà, ils ménagent un petit peu les petits bobos de chacun. Donc voilà, on a vu Portis qui a fait son grand retour hier d'ailleurs, qui a marqué 24 points. Donc c'est plutôt pas mal. Et après derrière, il y a du Bucks, il y a du Knicks, il y a des équipes, voilà, qui sont plutôt pas mal. Il y a des équipes qui au contraire chutent un peu. Je pense au Magic qui vraiment avait fait un début de saison fantastique et qui maintenant est pas loin d'être catastrophique. Donc voilà, si je devais faire le petit bilan sur la conf Ouest, voilà, on a les Hornets, les Wizards qui vont se battre pour Cooper Flag, à part si Cooper est bien blessé.
Mais voilà, je sais pas un petit peu toi ta vision des choses, si tu as une équipe un petit peu qui te sort du lot et dont tu te Alors, dis attention à elle. Côté Est, pour moi, de toute façon, c'est quasiment acté sur qui va faire quoi. Juste avant, je lis le Mm. message de Moon. Voilà, on s'était croisés au bar lors de l'événement du roster. C'est un fan des Knicks. Il dit trop de vert et blanc à mon goût. Go Knicks. Voilà, on le salue, on le salue. Avec, on l'espère pouvoir le recroiser en demi-finale de conf si les classements restaient comme ça. Voilà. En tout cas, ouais, à l'Est, déjà, on a le top 6 qui se dégage, hein. Honnêtement, je pense que Oui, les places en playoff, elles sont chopées de Cleveland, Boston, les Knicks. Après, ça va se jouer à la victoire, au nombre de victoires pour les Bucks, Indiana et Détroit pour les places 4, 5, 6. oui, Même si la victoire des Bucks sur les Pacers cette nuit, entre guillemets, pour moi, va les confirmer en tant que quatrième. Mais malgré tout, ils n'ont qu'une victoire d'avance. Donc, c'est oui, pas énorme. Les Pistons ne sont qu'à 3 victoires, entre guillemets. Enfin, il y a 3 défaites d'écart, mais les Pistons ont joué plus de matchs. Donc, il n'y a qu'une victoire. oui. Donc, en vrai, honnêtement, là, on peut avoir encore du léger changement. On va voir. Maintenant, voilà, le top 6 il est dégagé. Et même pour le play-in, enfin, c'est quasiment acté, puisqu'on a Atlanta, Orlando, Miami et Chicago. Chicago qui a 4 victoires d'avance sur Toronto qui est 11e. Donc je pense que Oui. voilà, on peut le dire, Toronto, Philadelphie, Brooklyn, Charlotte et Washington, bah, malheureusement ces équipes ne seront pas en Non. playoff ni en play-in, donc ne joueront pas la post-season. C'est quasiment fin. C'est pas fait, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Une série de Toronto Oui, de 5 victoires et ça peut très bien revenir sur les Bulls. Mais en tout cas, c'est ça qui se dessine à l'Est par rapport à l'Ouest, mais on y reviendra juste après. Où là, c'est plus la jungle. Là, on a vraiment quelque chose qui se dessine entre les oui, équipes qui seront oui. normalement en playoff, les équipes en play-in et puis celles qui ne participeront pas à cette post-season. Et moi, je rejoins beaucoup Paulin, on en a beaucoup parlé nous deux, plus avec vous aussi bah, ce week-end. Des trois, ça va vraiment être pour moi l'équipe pour la gratter. Ça va vraiment Ouais. être la merde à jouer, ça va être l'équipe la plus compliquée. Parce que même si tu la gagnes 4-1 la série, t'en ressortiras pas indemne. Ça joue pas mal physique. Et en Oui, même temps, c'est l'ADN de cette équipe. Moi, c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que t'as pas mm. forcément envie de les jouer parce que tu sais pas si tu t'en sors indemne. Là, je suis en train d'imaginer cette première série Knicks Détroit qui se dessine à l'heure actuelle au premier tour des playoffs. Les Knicks, même s'ils s'en sortent, ils en sortiront pas indemnes, surtout quand on voit les deux effectifs et qu'on sait en Oui. plus à quel point il y en a là. Bah, là, il y a eu des blessés côté New York. Franchement, ça peut être compliqué. Moi, pour moi, les deux favoris, la finale de conf devrait être, si tout se déroule bien et sans accroc, Cleveland-Boston. Mais comme tu l'as dit, à Mm. voir si Cleveland ne nous fait pas un peu une OKC sur les années précédentes, avec cette possibilité justement d'être très fort en régulière et d'avoir beaucoup plus de mal. Mais maintenant, comme tu l'as souligné, et ça pareil, on en parlait avec Paulin aussi, Kenny, Kenny, voilà, Atkinson. voilà, Atkinson. euh, En fait, il a tellement tourné son équipe autour de Mobley que pour moi, ça peut faire très très mal en playoff et que Oui, hormis les Seas ou les Bucks, parce que malgré tout les Bucks, je pense que c'est une équipe qui peut causer beaucoup de problèmes oui, à je Cleveland, suis d'accord. hors Bucks et du coup Celtics, je vois pas d'équipe capable de sortir Cleveland. Après voilà, c'est par rapport aux Non. formes actuelles aussi, comme on l'a dit, en même temps Cleveland est dans une forme exceptionnelle. En ce moment, il faut le souligner. Et on va parler ensuite à l'ouest d'une équipe qui est dans une forme très très similaire. Moi, je lis aussi Paulin qui dit bah déjà, on a Moon qui dit pas des 3 please en tant que fan des Knicks. Voilà. Paulin Bah qui oui. souligne vraiment les Knicks entre le fait de jouer 46 minutes par match pour les starters plus l'impact physique de Détroit, ça va finir à l'infirmerie sans exception. Bah ouais, c'est ça. Et puis Rémi, il souligne un tips qui va faire jouer 4 à plus 20 dans le game 6. C'est vrai que les Oui. Knicks, ils sont pas forcément bien équipés pour des séries qui peuvent proposer énormément d'intensité. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, après moi si je devais faire juste un tout petit prono sur les 4 équipes actuellement en ligne, Atlanta, Orlando. Merci Fior pour ton follow. Fior Carbone. Maintenant si je devais faire moi mon petit prono, après je te laisse la main et ensuite tu pourras basculer sur la conf ouest. Euh, Atlanta, Orlando, Miami, Chicago. Honnêtement, moi je vois vraiment Atlanta et Orlando au-dessus des deux autres. Et pour moi, c'est Atlanta et Orlando qui prendront les deux derniers spots pour les playoffs. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis plutôt d'accord sur Atlanta. Orlando, j'ai quand même des petites réserves parce que malgré tout, bah, c'est un peu la galère en ce moment. Mais je suis quand même globalement plutôt d'accord. Chicago, je suis. À Chicago, je suis désolé, mais je pense que ça profite un petit peu de
la faiblesse dans le ventre mou un petit peu de la confesse, parce que Chicago, Oui. je trouve ça quand même assez faible, honnêtement. Vraiment, voilà, ils ont trade Zach Lavine, ils ont le Vucevic, ils ont Josh Giddey. Alors oui, ils ont quelques petites pièces intéressantes, mais honnêtement, Chicago, pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant pour eux de se diriger vers le tank, quoi, le sortir. Mais vraiment, honnêtement, je pense que voilà, Atlanta, Orlando se détache. Je rebondis juste sur, tu parlais des Raptors. Les Raptors, honnêtement, c'est dans leur intérêt de tanker. Ils essayent, hein, ils sortent des joueurs de G-League, ils alignent des 5 pour clôturer les matchs avec des joueurs quasiment inconnus, mais ils arrivent à gagner des matchs quand même. Oui. Donc c'est un peu dommage pour eux, c'est un peu bizarre de dire ça, mais dans leur objectif de tank, c'est vrai que c'est Toronto, ils n'arrivent pas à sortir complètement le tank. Oui. Donc voilà, je pense qu'au final, ils vont finir par sortir. Mais ouais, Atlanta, Orlando qui se détachent, je suis plutôt d'accord sur les 2 derniers spots. Maintenant, comme tu l'as dit, Orlando, attention à Miami, parce que s'il y a une équipe qui peut jouer les troubles faits sur cette dernière place pour moi, ça peut être Miami, mais encore une fois, je trouve qu'Orlando est quand même très beau. Et en fait, Fior Carbone, voilà, on le salue, puisque c'est Lohan qui nous dit j'ai encore du mal à digérer le kebab d'hier, les amis. Mais présent pour la première fois sur votre émission, donc merci de pouvoir passer. Je vois Rémi qui dit Bulls Raptors, même combat tous les ans, on a le même discours, et c'est vrai. C'est des équipes capables d'aller jouer le play-in, capables par moment de prendre le 8ème spot, mais c'est assez rare. Donc voilà, et là on entend Paula qui dit attendez que Spoelstra commence les sacrifices. Aïe 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 aïe. C'est vrai que Miami est quand même une équipe capable de le faire. À tout moment, Miami, ça joue Cleveland et ça sort Cleveland au premier tour. Voilà. À tout moment. On les connaît, hein, les gars de Miami. Hein. On sait qu'ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait contre les Bucks. Donc voilà. Je vois Vagabond qui dit Giannis le GOAT. Ah bah ça c'est Fabien. Hein. Parce qu'on a un grand fan de Giannis, pas des Bucks, mais vraiment de Giannis. Voilà, il était amoureux du joueur grec. Donc il vient nous dire Giannis le GOAT. Bam est exceptionnel en ce moment en plus, c'est vrai. Et c'est pour ça que attention à la raquette d'Orlando. Si jamais Orlando perdait contre Atlanta le premier match et qu'il se retrouvait à jouer le vainqueur de Miami-Chicago, si ça restait la forme actuelle, c'est vrai que honnêtement, Miami a la possibilité. Même si pour moi, Orlando fera le travail nécessaire. Voilà. Moi, si je devais mettre une piécette, moi je mettrais sur le hit, hein, parce que Spoelstra, c'était toujours solide quand même, malgré tout. Hein. Franchement, je ne serais pas étonné que le hit prenne le spot du Magic, très sincèrement. Non, mais il n'y aurait pas de surprise. Hein. C'est juste que, au vu des formes, malgré tout, malgré les blessés, je trouve qu'en fait Orlando se débrouille quand même pas mal. C'était pour ça que moi je mettrais peut-être plus une légère piécette sur Orlando. Puis forcément le cœur, hein, on aime bien l'équipe d'Orlando ici. Donc c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, même si c'est pas une équipe que je supporte. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. On les a beaucoup critiqués. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire sur le développement. Donc c'est pour ça, même si voilà, Bam Adebayo est aussi un joueur que j'apprécie. Même si le Heat est une équipe peut-être qu'on a plus de mal à apprécier. Mais en tout cas c'est vrai que, attention, on va pouvoir passer à l'ouest. On veut parler du MVP et du Travis Scott du Canada. Voilà. Bah écoute, je te laisse la main pour commencer à parler de l'ouest. Oui, bah, l'ouest, pardon, la jungle hein, absolue, où il y a vraiment un leader qui se dégage, pardon, avec OKC, qui fait une saison régulière à l'image de Cleveland un petit peu, une saison incroyable. Et qui se détache vraiment énormément. Et après, on a un petit regroupé de 4-5 équipes qui vraiment se tiennent en peu ou pas beaucoup de matchs. Donc on a les Grizzlies, on a les Rockets, on a les Warriors. Je vais en parler un peu juste après, mais les Warriors, attention à eux. Oui, on est pareil là-dessus. Oui, vraiment les Warriors. Très inquiétant non mais très dangereux à l'approche des playoffs. Non, il y a aussi les Wolves bien évidemment. Je pense aussi aux Suns, j'en parle un petit peu avec Rémi, les Suns qui sont quand même hors du play-in ou qui sont à la 11e place il me semble, ils sont derrière les Blazers. Donc honnêtement voilà, et puis bien évidemment les Lakers hein, avec une forme qui était quand même assez fantastique. Jusqu'à la blessure de LeBron, mais voilà, les Lakers, attention à eux, même s'ils ont quelques limites au niveau de l'effectif notamment. Mais très concrètement, à l'approche des playoffs, je pense que ici, voilà, ils vont être en gestion. Ils ont Jalen Williams qui s'est fait un bobo à la hanche.
Très sincèrement, je pense qu'ils vont voilà, ils vont manager l'effectif, les blessures, etc. pour arriver en forme en playoff, pour éviter voilà d'avoir une grosse blessure à l'approche de ces matchs. Je pense que OKC, contrairement à certaines personnes, je sais qu'il y en a pas mal qui disent que OKC ça va flop en post-season. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que OKC a fait des ajouts intéressants à l'intersaison avec Hartenstein, avec Caruso. Je pense que moi, je pense que Casey va aller loin et je pense que Casey est à vraiment ne pas sous-estimer et ne pas voilà vite enterrer. Ensuite, si je devais ressortir une deuxième équipe, voilà les Warriors. Les Warriors, honnêtement, depuis l'arrivée de Butler, c'est 14 victoires, une défaite. Ouais. Un Curry qui est revigoré, qui a le smile, on le voit. Un Draymond Green qui se met à mettre des 3 points clutch et à faire le night, et hier, encore une fois. Bon, voilà, j'ai beau le détester de toute mon âme, faut reconnaître qu'il est en forme en ce moment. Non, franchement, les Warriors, très surveillés. On a un Kevin Looney ou un Gary Payton Jr. qui peut toujours être utile en playoff, on le sait, c'est des soldats. On a aussi un Potts, un Néerlandais, je ne sais pas d'où il sort, mais qui est voilà, plutôt intéressant et qui apporte voilà, du shoot à 3 points. Hein, et très honnêtement. Et puis on a voilà, du Kuminga, du Moses Moody, ça défend, ça shoot. Donc voilà, les Warriors, attention à eux, vraiment. Merci Tic Tac pour le follow. Et je vais te rejoindre, mais avant de parler de ces équipes, en fait, malgré tout, c'est vrai qu'on voit quand même un top 8 qui se dégage à l'ouest. Donc on a OKC qui est vraiment devant. Après, on a toute la clique Houston, Denver, Memphis. Puis on a Lakers, Golden State, Minnesota et du coup les Clippers. Donc l'autre équipe de Los Angeles. Voilà, il y a un petit bloc de 4 équipes. Et un peu plus loin, on a le fameux bloc des 3 équipes dont on a parlé qui vont se battre pour les 2 derniers spots en play-in. Sacramento, Dallas et Phoenix. Phoenix, malheureusement, entre guillemets, comme on pourrait dire, c'est un peu fait breaker par les 2 autres. Voilà, il y a un break qui a été fait par Sacramento et Dallas. Puisque Sacramento, malgré tout, Phoenix vient de gagner et Sacramento est sur une suite de 4 défaites et Dallas 2 défaites consécutives. Mais il y avait suffisamment d'avance pour rester encore devant les Suns. Maintenant, voilà, Paulin, lui, il dit j'attends de voir les Warriors contre un peu plus d'adversité. Ok, ici, moi non plus, je m'attends pas forcément à un choke. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est si OKC croise la route des Lakers ou des Warriors. Parce qu'on sait que c'est un peu le genre d'équipe capable de te tuer la meilleure équipe de régulière en playoff. Ouais. Surtout du côté de l'Ouest. C'est 2 équipes comme ça. Et aussi, attention à ne peut-être pas se taper au premier tour Minnesota. Parce que Minnesota, c'est une équipe qui, son classement ne reflète pas le niveau pour moi. Je vais pas parler du coup, moi, d'OKC, parce que je trouve que tu en as suffisamment bien parlé. Voilà. Les plus gros poils à gratter, bah ouais, c'est ça, ce sera les Warriors et Mini. Et c'est justement les 2 équipes dont je voulais parler. J'avais envie de dire attention aux Clippers, parce qu'on a quand même un James Harden qui revit. Mais j'ai peur que l'effectif global soit un peu juste pour être capable vraiment d'aller chercher une qualification au premier tour, etc. Voilà, ça je te laisserai après peut-être me donner ton avis sur les Clippers. Mais moi je trouve que les Clippers ça risque d'être un peu juste, même s'il y a un Harden en feu. Mais voilà. Alors qu'à l'inverse, je trouve que Minnesota et les Warriors, bah Minnesota, ouais, ça rompiche. Mais pour moi, c'est un peu de la gestion. C'est-à-dire que ça se dit, bah, de toute façon, le play-in, on sera capable de se qualifier. Au pire, si on y est, donc on va jouer. Et pour moi, les équipes qui vont jouer Minnesota au premier tour, si c'est pas OKC, attention parce que ça peut sortir très très vite. Et même si c'est OKC, attention parce que c'est pas fait. Surtout que Ant il fait une saison en mode demi-teinte. Mais on sait qu'il est capable d'activer, comme le dit Paulin, le God Mode en playoff à tout moment. Ça va envoyer du lourd. Et puis Golden State, Golden State, même si on attend l'adversité, c'est vraiment. Salut Pastore qui vient d'arriver là, qui nous dit yo l'équipe. Salut. Attention parce que Golden State c'est très très solide malgré tout. À voir ouais contre un peu plus d'adversité et plus d'intensité je pense. Mais moi je vois pas comment ça pourrait tenir. Les Clippers, ouais, comme dirait Célestin, en fait, ça peut surperformer, ça peut prendre 2-3 matchs, mais pas sûr que ça remporte une série en 7. Ça, c'est mon point de vue perso. A l'inverse, je suis pas forcément d'accord avec Paulin sur Memphis. Moi, j'ai envie de dire attention Memphis, parce que je les vois pas aller loin, je les vois pas aller au bout, je les vois pas forcément, mais c'est quand même d'être l'équipe contre qui tu peux malgré tout ne pas ressortir non plus si indemne que ça.
Si Gigi met de l'intensité, si Ja Morant met de l'intensité, si Desmond Bane en met, si le reste de l'équipe est au niveau, c'est une équipe Oui. qui peut te faire très très peur. Oui. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Honnêtement, les Grises, c'est une équipe plutôt dangereuse. Vraiment une équipe Qu'on sous-estime. qu'on sous-estime, ouais, qu'on sous-estime, pardon, oui, j'ai bugué. Une équipe qu'on sous-estime et qui peut être intéressante. Après, effectivement, ça a certaines limites. Mais je pense sincèrement que ça peut faire un truc. Voilà, du Bane, du Gigi, s'ils sont focus et concentrés, ça peut vraiment faire un truc. Après, je sais pas si on peut-être en parler, développer, mais les Rockets, j'ai quelques petites interrogations, c'est Oui, sympa. Ça peut peut-être gagner une série à la limite, mais je les vois pas non plus aller plus loin. Et en même temps, dans le processus de développement de la franchise, je me dis que ça va pas forcément les embêter de perdre au deuxième tour. non, mais juste avant d'enchaîner sur la Rocket, je reviens juste sur un message de Paulin parce qu'on en a parlé ensemble. C'est vrai que la petite limite pour moi de Memphis, ça va être Zakiji. Parce que il manque énormément de mobilité. Et sur une série de playoffs, Ouais, on sait que ça peut jouer contre toi quand un joueur va manquer de mobilité. On prend l'exemple des Celtics qui s'en sortent toujours très bien parce que à Ford, KP, etc. dans une raquette, et même Keta et même Cornet aujourd'hui, c'est quand même oui, suffisamment mobile. Voilà, attention. Voilà, comme il dit, ça manque d'un bête d'ailier dominant, Pastore the Goat. Je pense que oui, c'est ça. Il faut absolument que Ja soit au niveau, il faut que Desmond Bain soit au niveau et il faut que Gigi soit au niveau si tu veux passer. Mais même avec ces trois-là au niveau, si Zakiji a énormément de mal, tu peux quand même sortir. Et pour les Rockets, moi je pense qu'on va citer un peu à la même chose de ce qu'on a cité les dernières années pour OKC. C'est-à-dire une équipe qui est capable d'être très performante en régulière, mais va avoir besoin de peut-être une, deux, trois saisons avec justement des post-season pour, je sais pas si Loïs, parce que voilà, j'ai un camarade fan des Rockets, je sais pas si Loïs est là en ce moment sur le live, mais ça c'est pour lui. Honnêtement, je pense que ouais, il y a, c'est pas cette année où il faut y croire, mais en tout cas ça peut être une belle année pour prendre de l'expérience en playoff, surtout pour des joueurs comme Sengun, etc. Pour pouvoir oui. ensuite, d'ici peut-être deux trois ans, vraiment devenir un potentiel contenders. Je vois Moon qui dit qui prend OKC en 7. À l'ouest, moi, comme je l'ai dit, je mettrais des petites pièces sur les Warriors et Lakers capables de les prendre. Oui, Est-ce qu'ils le feront? Pas sûr, d'accord. pas sûr. Mais si on me demande des équipes potentiellement capables de le faire, moi je vois bien les Lakers et peut-être même Minnesota capables de gagner une série en 7 contre OKC, même si pour moi OKC est quand même censé être au-dessus. Et entre guillemets, aujourd'hui, en 7 matchs, s'il y a deux équipes que j'ai du mal à voir perdre, c'est les 6 à l'Est et les OKC à l'Ouest. Moi, si je devais personnellement, par rapport à ce qu'on sait des équipes, voir deux équipes euh, quasiment impossibles pour elles de perdre en 7, c'est ces deux-là. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, vraiment. Le... Ok, ici, comme dit Paulin, normalement, c'est tout droit vers la finale. Mais encore une fois, ouais, encore une fois, ça dépend des match-ups. Un petit souci de Petit caméra. souci, la caméra Ça est tombée, dépend, attention. ça dépend du match-up. Ça dépend du match-up. Je pense que voilà, si. Oh là là là. Hop, voilà. Ça dépend du match-up qu'ils vont affronter au premier et deuxième tour des PO. Donc vraiment, ok, ici, je les vois quand même aller très loin. Si les Warriors l'étape, ça me surprendrait pas. Mais voilà, pour moi, c'est soit Warriors, soit OKC qui vont aller en finals. Après, je vois Rémi qui a une tech assez intéressante qui dit les Wolves peuvent prendre OKC Oui, c'est ce que j'ai en dit 7 juste matchs. avant, ouais. Ah pardon, oui, bah, j'ai été perturbé par la chute de la Tu caméra. t'es bien fait tailler d'ailleurs dans le chat pour la caméra, hein. Si tu regardes un peu Euh, les derniers messages, c'est assez drôle. Il y a Paolo qui a dit la caméra elle flop quand même bide, la caméra elle veut délancer ses chai ou quoi. Et t'as Rémi qui t'a lâché une petite pique en disant Timo qui tombe comme Lille contre Nantes. Donc voilà, je te laisse continuer, je te laisse continuer. ouais, oui, oui, j'écoute pas les rageux, hein, vraiment. Venant du 9e du championnat, du 8e, pardon. Je n'écoute pas. Mais non, non, vraiment, honnêtement, à l'ouest, voilà, si je devais résumer, c'est OKC qui se détache un peu. Warriors, Lakers.
qui sont vraiment voilà un petit tir en dessous et après on a voilà un petit tir groupé avec. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas là, ça m'étonne un petit peu, mais les Nuggets, bon, ça me paraît un peu court pour les playoffs honnêtement. Euh, Moi, j'ai des petits doutes. Honnêtement, le supporting cast cette saison, voilà, il y a du Christian Brown qui est excellent, Oui. mais Jamal et Porter Junior, c'est un peu inconstant, ça on le sait. Mais honnêtement, allez, Nuggets, j'ai du mal, hein. J'ai du mal, vraiment. Si Bah, Jokic est bien défendu et bien cadenassé, ce qui est pas évident du tout, hein, bien évidemment, mais je vois les Nuggets, moi, un peu court et je les mettrais en dessous Lakers, Warriors et OKC. Du coup, je sais pas ce que t'en bah, penses de cette take. si je devais te rejoindre un peu, oui, c'est vrai que pour moi, bah, du coup, OKC, comme on l'a dit, c'est un peu la. On repassera sur l'Est aussi pour faire un peu, tu sais, cette caste, un peu cette tier list aussi, parce qu'on l'a pas vraiment faite. Mais là, c'est vrai que du côté de l'Ouest, je pense que je mettrais vraiment, ouais, OKC devant, pas très loin derrière, parce que pour moi, c'est les équipes capables de les sortir en 7. Moi, je rajouterais peut-être Minnesota quand même, avec les Lakers et les Warriors. C'est mon point de vue parce que je pense que Minnesota, ça va se réveiller. Maintenant, pourquoi moi je mets pas les Nuggets, même si pour moi les Nuggets c'est juste derrière, c'est parce que je trouve cette équipe, même si Jokic est énorme, sur une série en 7, je trouve cette équipe trop dépendante de l'état de MPJ et de Jamal Murray. Parce que pour moi, D'accord. Gordon est capable malgré tout, même dans des moins bons jours, de rester assez performant. Christian Brown est exceptionnel pour moi sur la saison, Oui. même si je trouve qu'il n'a pas encore l'apport qu'avait Bruce Brown. Mais il est en train de s'en rapprocher de cet apport, j'en parlais avec Paulin hier soir. Honnêtement, moi je sens que tout va dépendre vraiment de l'état véritable de Jamal Murray et de MPJ en Oui. playoff. Jean Pastore qui nous dit ouais, vous croyez très très fort aux Wolves. En vrai, c'est ambitieux, je trouve. Bah, c'est un peu moi ma petite take perso parce que je sais que s'ils se réveillent et on l'a vu, ça c'est capable d'aller faire finale de conf, peu importe qui ça affronte. Donc c'est pour ça que je dis attention. Après, Oui. Gordon et Brown, ça reste des valeurs sûres en dehors de Jokic. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas trop peu pour des séries en 7? C'est un peu l'interrogation que je pense que tu as avec moi parce que c'est ce que tu soulignais. Je pense que c'est un peu notre interrogation à nous deux sur les Nuggets. Je suis d'accord, hein, je suis totalement d'accord. Alors, Jamal Murray, oui, vraiment, vraiment. Si je devais voilà, retenir un joueur hein, et qui serait clé, je dirais Jamal parce que honnêtement, c'est compliqué et il peut te sortir des grosses pertes, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare. Donc je me dis, c'est peut-être sa dernière saison au Nuggets. Alors, peut-être, peut-être pas, mais je sais pas pourquoi je le sens peut-être partir à l'intersaison. Et effectivement, voilà, comme dit Paulin, les seules valeurs sûres en dehors de Jokic, c'est Gordon et Brown. Et je suis Ouais. vraiment d'accord avec ça. Et voilà, du Peyton Watson, du MPG, du Murray, c'est quand même assez inconstant. Et je sais pas, il y a une vibe autour de cette équipe où je sens que ça peut perf, La, mais et en cette match, c'est trop limité et t'as des équipes plus fortes à l'ouest. la chance des Nuggets, ça serait comme c'est dit, et c'est exactement ce que j'avais en tête. À l'inverse, tu vois, des Lakers qui pourraient faire tomber le Thunder, bah les Lakers, eux, pourraient tomber contre les Nuggets. Parce qu'on sait Oui, par contre que Jamal, si ça joue les Lakers, c'est chiant. Et ça tout le temps. Parce que Jamal, c'est un monstre. Et à chaque fois qu'il a croisé les Lakers, de toute façon, il a toujours été au niveau. Je pense qu'on peut pas lui oui, reprocher vraiment une série. Parce que même la série dans la bulle, où il la perd, enfin pour moi, Jamal, il est énormissime. En plus, il sortait d'un duel oui, contre Donovan Mitchell avec, face au Jazz, qui oui. était pour moi le plus beau duel de la bulle entre deux joueurs. Donc oui, c'est vrai que, voilà, Jamal, et je vois Tim qui dit pareil, j'ai des petits doutes à part contre les Lakers. Bah c'est exactement ça. En fait, Jamal Murray, j'ai aucun doute sur lui, sauf si il joue les Lakers. Où là, j'ai pas de doute. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, j'ai quelques doutes. Je vois c'est plus difficile d'attaquer Doncic que Shai, c'est vrai. Oui, c'est pas faux. C'est plus C'est pas facile faux. d'attaquer Doncic, on est d'accord. Mais voilà, globalement, c'est un peu ce que je pense. Je pense voilà que par Oui, exemple, si on a un Doncic au niveau, Doncic c'est capable de. Si, là, je reviens juste sur la série. Si on avait une série Lakers OKC, Doncic et LeBron, s'ils sont au niveau, ils sont capables avec leur équipe et leur supporting cast d'aller sortir le Thunder. Maintenant, Jamal, oui, s'il est face à Doncic, Jamal il peut se régaler. oui, oui, clairement. Clairement, clairement, il peut faire un carnage. Et voilà, je suis d'accord avec toi. Pour les Nuggets, je pense qu'on peut clôturer. C'est voilà, dépendant beaucoup du supporting cast autour de Jokic et du tirage, entre guillemets, d'équipes qui vont affronter en playoff. Donc voilà, Nuggets, je les mettrais, voilà, Oui, je les légèrement en mettrais dessous. peut-être
4-5e. Ouais, c'est ça, plutôt cinquième pour moi parce que je vois quand même Minnesota être capable d'être plus solide. J'enterre pas les équipes, bien évidemment, comme Houston et Memphis parce que j'en ai parlé. Mais voilà. Je vois qu'on nous pose la question est-ce qu'on va regarder PSG-OM ce soir? Bah, forcément, hein, c'est une petite Oui, aparté, oui, mais oui, oui. bien sûr, je pense qu'on est tous là à pronostiquer Paris, surtout quand on voit leur forme actuelle. Voilà. Oui, oui, Mais clairement. en sortant de ça, pour revenir, ouais, Paulin, il a souligné un truc important si on parlait plus des Lakers. C'est vrai qu'ils vont manquer, je pense, d'un 5. Je vois Rémi qui charrie en disant Nuggets en dessous car ils n'ont pas le MVP dans leur effectif. Alors ça va être le grand sujet, mais on se le réserve un peu pour la fin, je pense, du live. Oui, oui, oui. Voilà. Là, je te propose peut-être que juste rapidement, avant de laisser peut-être le chat nous aiguiller vers les sujets dont ils veulent parler, en tout cas des équipes dont ils veulent parler, vous pouvez commencer à nous suggérer peut-être ce dont vous voulez parler, mais avant ça, on va peut-être faire... tiens, je lis, de toute façon, les Spurs seront champions. Ah, on me dit dans l'oreillette que non. Voilà la petite blague. Je te propose peut-être que juste on fasse pareil les petites cases sur l'Est et après laisser le chat nous proposer les équipes dont ils veulent qu'on parle pour les playoffs. Ouais, Je vais commencer pour les castes. Moi ouais. je vois bien les Cavs et vraiment les 6 qui sont pour moi au-dessus. Euh, et j'y mettrais les Bucks en troisième, je vais peut-être surprendre du monde. Je mettrais les Bucks juste devant les Knicks parce que les Knicks, on a souligné le souci. Pour moi, le souci c'est Thibodeau à vouloir faire jouer Oui, 45 minutes tous tes joueurs tout le temps, bah tu payes souvent en playoff. Moi je vois les Bucks capables parce que je pense qu'on parle pas assez de la saison des Bucks. C'est-à-dire que ouais, ils sont pas impressionnants, mais quand ils vont se mettre en mode playoff, moi je trouve que oui. Damien Lillard, par exemple, on l'a critiqué l'année dernière, mais cette saison, Damien Il fait une vraie Lillard, saison. c'est très costaud. Giannis, sa saison, bah, on en parlait dans la voiture. Oui, Giannis et Jason Tatum, par exemple, c'est deux saisons qui, s'il n'y avait pas les saisons énormissimes de Shai Jokic, c'est un duel pour le MVP normalement. Quand on regarde les saisons de Giannis et de Jason, c'est censé être un duel de base pour le MVP. Mais voilà, et c'est vrai qu'en ouais. playoff, juste Giannis, à lui seul pour moi, te fait te placer derrière les Seas et les Cavs quand t'es les Bucks. Parce qu'encore une Ouais. fois, je pourrais même mettre les Bucks pas loin des deux autres, entre guillemets, mais j'ai peut-être un peu des doutes sur le supporting cast. Et ensuite, bah voilà, on l'a dit, pour moi les Pacers et les Pistons, c'est vraiment deux équipes poil à gratter, capables de te faire chier n'importe qui. Et voilà, si je devais me résumer, j'ai du mal à voir les équipes du play-in, que ce soit Atlanta, Orlando ou le Heat, faire quelque chose, même si le Heat, voilà, on n'enterre jamais. Mais pour moi, c'est en dessous des équipes qu'on a vraiment devant. Et encore une fois, comme on l'a souligné, mais ça on l'avait dit tout au début, t'as vraiment la troisième case où là t'as les Pistons et les Pacers qui sont des équipes reloues à jouer. Oui, je partage ton point de vue sur ce dernier point. Euh, concernant un peu voilà, une sorte de petite tier list au niveau de l'Est, effectivement, moi je vois les 6 vraiment devant, qui se détachent, Ok, très sincèrement. Voilà, pour plein de raisons, hein. On peut en bien évoquer sûr. voilà, certaines. L'expérience, le fait qu'on ait gagné le titre, donc on n'a pas cette pression de remporter le titre. On a peu ou prou le même effectif. Voilà, on est un peu en pantoufle quelques moments, mais quand on s'y met, on voit quand même vraiment qu'on est quand même toujours extrêmement fort. Ensuite, je mettrais voilà, les 6, une grosse marge quand même, avec le deuxième, mais je mettrais les Bucks, mon deuxième. Ok, Bon, je t'en je ai déjà comprends. parlé, j'en ai déjà parlé. Moi, je trouve que la saison des Bucks, elle est vraiment, comme tu as dit, sous-estimée, et on n'en parle pas beaucoup. Mais la saison de Yanis et la saison de Dame, elle est vraiment Oui, très bonne. Et je trouve que le supporting cast, il est pas si dégueu que non, ça, quand même. Un Bobby Portis, un Gary Trent Jr., il y a un A.J. Green. Bon, Brook Lopez, c'est vraiment pour moi le point noir, parce que vraiment défensivement, le poids des années vraiment fait sur lui. Mais honnêtement, moi, je trouve que les Bucks sont vraiment. Le seul point négatif, à part Brook Lopez dans l'effectif, c'est Doc Rivers. S'il n'y avait pas Doc Rivers, les Bucks, on les mettrait un peu plus haut. Peut-être pas au niveau des 6, mais moi, on les met un peu plus proches, je trouve. je te reviendrai juste Mais sur un point. Le seul point où je suis légèrement en désaccord, c'est que le problème, c'est que Bobby Portis, il est trop variable. C'est un peu oui, le problème que j'ai écrit. C'est ce qu'on soulignait avec justement avec Jamal Murray et MPJ de l'autre côté pour les Nuggets. Pour moi, Bobby Portis, c'est un peu le même problème. C'est que il peut te sortir ce qu'il faut dans une série pour te qualifier, mais en même temps, il peut te passer à la trappe totale sur la série. Maintenant, Brook Lopez, moi, ça me surprend par rapport à son niveau des deux trois dernières saisons. Brook Lopez, il est oui, en train de vivre une saison noire. C'est incroyable.
Je lis Moon qui dit par rapport en tant que fan des Knicks, Hartenstein me manque. C'est vrai que moi non plus, je comprends pas son départ Oui, des. Bon, heureusement, je crois que Robinson a commencé à revenir pour les Knicks. Mais oui, ouais, Hartenstein, enfin, cette année, quand on voit l'effectif des Knicks, si t'avais pu garder Hartenstein, mais tu le gardes tous les jours. Parce que voilà, ça t'aura apporté quelque chose. Ce qui trahira les Bucks, voilà, c'est exactement ce que je soulignais, et c'est Paulin le dit. oui, C'est Lopez et Portis, parce que justement, en défense, c'est capable d'être à l'ouest. Et pourtant, oui. c'est dur de dire ça de Brook Lopez, quand on sait à quel point il était capable de peser sur la défense. En tant que défenseur, il était capable d'être solide sur les dernières saisons. Je trouve que vraiment cette année, il s'est passé quelque chose. Même l'année dernière, sur la fin d'année déjà, c'est vrai que Brook Lopez, je ne sais pas par quoi ça s'explique, mais on n'est plus sur le joueur capable de t'aider en défense comme il le faisait Non, avant. je pense que les soucis de santé l'ont rattrapé. On sait qu'il a quand même des soucis avec le dos. Après, la défense de Portis et Lopez, ok, mais moi je sais qu'il y a. Je regarde un petit peu les matchs des Bucks de temps en temps. Il y a une line-up qui est souvent testée avec Yanis en 5, Oui, avec Kuzma en 4, Torian Prince en 3 et Dame et AJ Green en balle courte. Et honnêtement, cette line-up là, moi je la trouve vraiment solide. c'est Après, vrai. bah, tu fais rentrer Book, tu fais rentrer Gary Trent Jr., tu fais rentrer Bobby Portis. Alors tu sais que défensivement, ça va être moins fort, mais je trouve que c'est pas dégueulasse si tu pars avec ce 5 là. Alors apparemment, Doc Rivers reste focus sur Lopez titulaire, mais si jamais il change d'avis, attention quand même. Et Je suis voilà. d'accord. Pour clôturer sur les Bucks, voilà, je pense que voilà, moi je pense que c'est un solide deuxième et comme a dit Paulin, rien que Yanis déjà, tu le mets dans les contenders à l'est. Après, en dessous des Bucks, moi je dirais les Cavs malgré tout, comme je l'ai dit auparavant avec Atkinson, je suis très curieux de voir comment l'équipe va se comporter en playoff, notamment Mobley parce que le jeu est beaucoup plus collectif qu'il n'était Oui, auparavant chez les Cavs. Et malgré tout, l'utilisation de Mobley est super bien réalisée par Atkinson. Et j'ai hâte de voir si Mobley, voilà, il va accepter, boire la pression, comme on dit, ou est-ce qu'il va, un petit peu comme Jared Allen l'année dernière, les lumières étaient trop fortes. Donc, je suis assez curieux, mais j'ai quand même, voilà, certitude sur certains joueurs. Voilà, Donovan Mitchell en playoff, c'est quand même plutôt oui, bon. Donc non, les Cavs en troisième position. Et pour finir le quatuor, je mettrais les Knicks, évidemment. bien sûr. Et la line-up est quand même. Ils ont quand même un bel effectif défensivement, c'est quand même très très fort. À voir Jalen Brunson dans quel état il revient. J'espère que voilà, C'est pour les ça. playoffs, pour la beauté des playoffs, qu'il va revenir en bonne forme. Mais voilà, j'adore cette version avec Kat, avec Brunson, avec Josh Hart, Josh Hart, j'allais dire, mais non, mais Josh Hart, OG Anunoby, Michael Bridges. Tu as eu une petite take hier, on va pas en parler. Par rapport à Michael Bridges, mais voilà, ils ont un bel effectif. Encore une fois, les rotations de Thibodeau vont être sûrement le grand problème et aussi voir s'ils vont pas affronter une équipe Le, bon, on va dire ça comme ça, au premier tour. Donc voilà, le, Celtics, Bucks, Cavs, Knicks. Voilà, si le je devais. problème de Bridges, si je devais en parler, ton top 4 est logique, hein, on a le même. Mais si je devais parler du problème de Bridges, c'est que si défensivement il retrouve son niveau de 2021 avec les Suns, pour moi c'est un lieutenant ou un numéro 3 idéal dans un effectif. Si Oui, il retrouve son niveau défensif. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, sa défense lui fait défaut. Même si on l'a vu être capable cette saison d'avoir des nuits de folie à 44 points, de sortir des game winners, te permettre des victoires en tant que fan des Knicks. Honnêtement, je pense que tu es quand même content d'avoir Mikal. Le seul souci, c'est que voilà, Mikal, bah, ça fait deux trois saisons qu'il est en dents de scie, que oui, tu peux l'avoir. En fait, tu peux avoir un lieutenant d'exception, tout comme, tout comme un joueur qui en fait est un joueur de bout de banc. C'est un peu le problème. Voilà, la take d'hier, c'était une take spéciale par rapport justement au niveau qu'il était capable d'avoir. Maintenant, c'est vrai que s'il est toujours en dents de scie, compliqué pour les Knicks. S'il est au niveau, oui, bah les Knicks, ça peut aller très loin. Ça parle du late skin, voilà, d'Indiana. On en pense quoi? Ça sort au premier tour. Bah ça dépend qui ça affronte. Voilà, on va être très honnête. Ça dépend qui ça affronte. Parce que on sait que si ça affronte les Bucks, ça peut être une série très très ardue, très très belle et qui peut durer longtemps. C'est-à-dire que moi honnêtement, un Indiana Bucks, ça va en 7, ça me choque pas, mais moi je vois les Bucks quand même plus forts. Voilà. oui, Mais comme je disais, voilà, c'est les Pistons et les Pacers. Pour moi, c'est des équipes qui vont être chiantes à jouer. Parce que bah, chez les Pacers, t'as quand même des mecs comme TJ McConnell, Bénédicte oui, Mathurin. Enfin, t'as quand même
même Miles Turner quand il est au niveau et tout ça. Et t'as bien évidemment pour moi l'ajout incroyable de Pascal Siakam dans cette équipe. Donc Oui, honnêtement, attention, mais ça reste pour moi en dessous du top 4 qu'on a cité depuis tout à l'heure. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et bah écoute, je pense qu'il est temps de parler du sujet qui fâche pour les 10-15 dernières minutes. Hein. Alors je vois Allez, Moon qui nous dit, qui juste, voilà, on prend aussi un peu les favoris du chat, n'hésitez pas les autres à nous le dire. oui, c'est vrai. Il nous dit West, OKC favori, Memphis underdog. Est, Celtics favori, Piston underdogs. Et il dit OKC c'est tout droit en 6. On verra bien s'il a raison. Je vois Paolo bien évidemment qui nous dit favori Celtics. Hein. Même au fond de son lit, même malade, voilà, il dira toujours favori Celtics. Ça sert à rien de parler des autres, le back-to-back c'est tout droit. J'aime bien cette confiance qu'on a nous les fans des Seas, alors que à tout moment on se fait ouvrir, on le sait pas, hein, qui sait. Mais voilà. Bah écoute, je te propose de lancer. On va voir là le chat. Normalement, on va commencer à bien s'alimenter. Il va y avoir du Bah oui. sang dans le chat. Il est temps pour moi de lancer le débat sur qui est le MVP. Voilà, je te laisse peut-être lire les derniers pronos et après je te laisse commencer sur ce débat. Oui, voilà, les petits derniers pronos, on a Pastore The God qui dit pour l'Ouest, les favoris OKC, Underdog Warriors. Et ce qui est à peu près Oui, ce que je pense qu'on est plutôt d'accord sur ça. Et Est, favori, Celtics et Cavs. Bon, moi, c'est plutôt les Bucks, mais ça se bien comprend les sûr. Cavs très, très sincèrement. Bon, Rémi, évidemment, la confiance également. Bah, Celtics en fave. On est bien d'accord. Et Célestin qui nous dit voilà, pourquoi parler d'underdog machin chouette quand on a Fast Pipi en sortie de banc, bien évidemment le Six Man of the Year. Ah ben c'est tout droit pour le Euh, Six Man of the Year là. C'est tout c'est droit. tout droit, évidemment. Et petit dernier message de Pastor Zawad qui rajoute les Pacers underdog, ça peut s'entendre, c'est une équipe qui est relou à jouer, on l'a vu l'année dernière notamment. Le sang commence dans le chat avant que je te laisse la main. Oui, Parce qu'on a Rémi qui dit Shy, t'as Célestin qui dit c'est maintenant qu'on parle de Jokic. On sent que ce débat est très très partagé. Voilà, je vois déjà du Jokic, bien évidemment. Le mec stat comme jamais, son équipe gagne tranquillement en vacances. Le mec il fait de la course hippique, il chill toute sa vie. Jokic MVP. Les deux peuvent être aïe, aïe, MVP, aïe. ça se défend de chaque côté. Mais ici je vote Jokic. C'est fort, des standards, c'est du jamais vu ce qu'il fait. Je vois MVP Shy. Je te laisse peut-être commencer. Et après, moi je donnerai juste personnellement les arguments en faveur de l'un et en faveur de l'autre. D'accord, et tu donneras ton avis quand même. Je donnerai peut-être celui à qui je le donnerai, mais j'aurais envie de le donner à quelqu'un d'autre. Mais bien évidemment, c'est pas Oui, logique aujourd'hui. La logique est entre les deux. d'accord. Je vais, je vais me mouiller, je vais démarrer. Donc, effectivement, pour commencer, on a deux perfs quand même, deux saisons monstrueuses, vraiment, comme on peut en parler. On avait une saison quand même de Jokic et une saison de SGA qui sont vraiment fantastiques. Si l'un faisait cette saison-là cette année et l'autre l'année prochaine ou la saison d'avant, les deux seraient MVP quasi unanimes. Donc, vraiment, je pense très sincèrement que c'est du jamais vu presque la course, en tout cas le niveau des deux au niveau de la course au MVP. D'un côté, on a Jokic qui propose des standards offensifs incroyables, vraiment qui impose une domination quasiment jamais vue dans un effectif qui est un peu inconstant et brinque-ballant. Et d'un côté, on a Shai. Alors, oui, Scrifo, Merchant, voilà, il y a des petites critiques qu'on peut faire, mais quand même, c'est fort des deux côtés du terrain. Dans une équipe de KC qui est le leader d'assez loin à Confest. Mais, euh, mais voilà, je pense, moi, si je devais donner ma petite piécette, ça serait pour SGA. Alors oui, il est relou des fois avec les lancers francs, mais je trouve, voilà, j'aimerais récompenser la perf quand même qui fait la constance, la régularité qu'il impose. Alors oui, au kitsch, on est à peu près dans les mêmes standards, mais je sais pas, moi je valorise aussi le bilan collectif. Alors oui, il y a une belle équipe autour de lui, mais voilà, je trouve que Shai, c'est la régularité, c'est pas dégueu à avoir joué si on enlève cet aspect voilà un peu flopper parfois, mais je trouve ça plutôt agréable à avoir joué. Il est plutôt clutch honnêtement. Moi je le donnerais à Shai, mais vraiment d'une infime courte tête. Si c'est Jokic, ça me surprendrait pas, ça me dérangerait pas.
Et voilà, moi, si je devais donner mon petit avantage, ça serait à Shai. Voilà. Ok. Mais Jokic, très sincèrement, le mérite tout autant. Et comme a dit Paulin, je vois effectivement Ivan SJ, mais c'est la plus belle course en MVP de l'histoire et je suis pas loin de le penser aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, en fait, ce que j'en pense, c'est que déjà, je vais sortir la ligne de stats des 4 premiers du classement pour que vous vous rendiez compte à quel point même les deux derrière font une saison de porc. Mais les saisons de Jokic et de SGA sont tellement impressionnantes que, comme on en parlait tout à l'heure, on en oublie les saisons de Giannis et de Jason. C'est simple, hein. Les deux C'est vrai. premiers dans la course, c'est Shai et Jokic. Shai, il tourne à 33 points, 5 rebonds, 6 passes. C'est Oui. exceptionnel. Jokic, il est en triple-double. 29 points, presque 13 passes. Non, presque 13 rebonds et 10 passes. C'est monstrueux. Mais derrière, t'as deux dossiers qui, pareil, auraient pu chaque année prétendre au MVP parce que t'as Giannis Oui. qui est quasiment à 31 points, 12 rebonds, 6 passes. Et t'as Jason, 27 points dans une équipe où on l'a dit au Celtics, la balle est beaucoup partagée. 8, quasiment 9 rebonds et 6 passes. C'est-à-dire qu'on a quand même Oui. une course, et c'est pour ça que je dis avec les deux premiers extraordinaires. Je rejoins Paulin, je pense que quand on prend le top 4, je me demande si on a déjà eu un top 4 course MVP aussi fort en termes de Oui. dossier. Parce que le pire, c'est que pour ces 4-là, le dossier collectif, il est bon aussi. La part Oui. collectif, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais si on prend vraiment Shai, Nikola Jokic, Giannis et Jason, il y a un bilan collectif qui en plus de ça ne vient pas entacher leur bilan individuel. Maintenant voilà, moi je rejoindrais potentiellement, Jokic ne me surprendrait pas, surtout qu'on a un mec qui tourne en triple-double de moyenne et pas n'importe quel triple, c'est quasiment du 30-13-10, hein. Il en est pas loin, c'est du Oui. Oui. 29-13-10. Donc c'est extraordinaire. Les arguments, bah, pour moi, c'est le triple double moyenne. Les graphiques où on nous montre justement le fait que bah, quand il joue pas, l'équipe c'est vraiment 30e. Voilà. Alors qu'elle est première avec lui, entre guillemets. Enfin, il y avait une période où en début d'année c'était ça, le graphique. Donc c'est vraiment montrer à quel point il est valuable pour son équipe. On a. Comment ça s'appelle? On a Shai, lui à l'inverse, bah, c'est 33 points de moyenne. C'est une saison à 33 points, mais surtout à 50% au tir. C'est exceptionnel, c'est une saison qu'on n'a pas vue depuis MJ, depuis Michael Jordan. Il tourne, oui, parce Oui. que j'oubliais, mais il est quasiment à deux styles de moyenne, comme Jokic. On a Jason et Giannis, eux, qui sont plus à une interception par match. Mais honnêtement, c'est extraordinaire. Enfin, voilà. Et encore une fois, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fous qu'ils font oublier les saisons des autres derrière. Donc, C'est ça. donc voilà, mais moi je mettrais comme toi, je pense une petite pièce sur SGA. Parce que moi je prends aussi en compte un truc qui pour moi va jouer, c'est le fait que Jokic soit déjà triple MVP. Et ça, c'est pour moi ce Oui. qui va permettre à Shai de Oui. l'avoir. Voilà, tu me dis que tu le donnes à Jokic, t'as l'argument du triple-double, t'as l'argument du valuable pour son équipe. Tu le donnes à Shai, il reste malgré tout très valuable pour son équipe, même si l'équipe est peut-être capable de gagner sans lui. Mais voilà, Oui. on l'a vu. Pour moi, on l'a dit, c'est la meilleure course que j'ai pu suivre de ma vie en NBA. Parce que tu as deux dossiers monstrueux devant et deux dossiers hyper costauds derrière. De mecs où quand ils sont pas là pour leur équipe, bah on le voit, c'est compliqué. Donc honnêtement, ouais, individuellement, si on le prend, il a déjà autant de MVP. Je lis Paulin qui dit j'aime tellement pas l'argument. Pour moi, c'est pas un argument. C'est ce que j'ai précisé. Non. C'est pas un argument, mais c'est pour moi ce qui va faire pencher le truc en la Oui. faveur de Shai, malheureusement. Et oui, je suis totalement d'accord, hein. Pour moi, c'est ce qui a tué le palmarès de LeBron. LeBron devait avoir beaucoup plus de MVP. Mais voilà, SGA, c'est avec les coachs qui ont de plus en plus à se plaindre du nombre de FT. C'est un peu le truc aussi, c'est vrai qu'avec toute la plainte autour des lancers francs, il y a le fait que ça se trouve, ils le donneront aussi à Jokic. Enfin, honnêtement, il y a des Oui. arguments pour et contre des deux côtés. Voilà, je vois Shai fera pas une deuxième saison comme ça. Ben c'est pour ça, cet argument me saoule, il aurait déjà dû prendre son quatrième. Alors pour moi, oui, déjà Jokic aurait dû être MVP quand Embiid là. Oui. C'est mon point de vue Oui. perso. Pour moi, Jokic devrait être quadruple MVP et en plus consécutif. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, c'est vrai que Shai fera pas une deuxième saison comme ça, mais le problème, c'est que ça, pareil, c'est pas un argument. Le MVP, c'est sur une saison, c'est pas sur plusieurs saisons. Oui. Donc, si Shai il fait une saison comme ça, ouais, bah, même s'il en refait pas, Shai, pour moi, c'est pas illogique de lui donner le MVP non plus. Voilà, honnêtement, oui, ça biaise le choix, mais le problème, c'est que c'est pas nous qui votons. C'est là-bas. Moi, Oui. pourquoi je le donne Oui. à Shai, c'est que pour moi, un mec qui tourne à 33 points de moyenne, qui est quasiment à 6 passes,
5 rebonds et qui a plus de 50%, parce que attendez, et il a quasiment 2 interceptions par match et il a un contre par match. Ce mec, je vous rappelle que c'est un extérieur. Voilà pourquoi, pour moi, je le donne à Shai. J'entends tous vos arguments sur Jokic. Là, tu le donnes à Jokic pour voir si Shai l'année pro fait la même. Bah non, je suis pas d'accord. C'est pas un argument logique. Comme tu prends ton premier MVP mais pas cette saison. Bah non, moi je suis pas d'accord. C'est la même chose. Là, l'argument que vous utilisez pour moi dans le chat, c'est exactement le même argument que de dire que comme que celui que par exemple certains emploient en disant Jokic l'a déjà eu 3 fois. Bah c'est la même chose. C'est pas parce que Shai c'est sa première saison comme ça que tu peux pas lui donner. Le mec, je vais vous faire ses lignes de stats quand même. 65 matchs joués, il joue quasiment 34 minutes par match. C'est-à-dire qu'il joue moins que Jason et il joue moins que Jokic. Il tourne à 33 points de moyenne. Il tourne 5 rebonds, 6 passes. Oui. Il est quasiment à 2 interceptions par match. Un contre, je vous rappelle que c'est un extérieur. En termes de turnover, il est à 2,6. À l'inverse, Jokic par exemple est à 3,6. Donc au niveau des pertes de balles, il est inférieur. Honnêtement, c'est monstrueux. Et pourcentage de tir, il est quasiment à 53%. À 3 points, il est quasiment à 38%. Au lancer franc, il est à 90%. Enfin, dites-moi à quel moment, à quel moment c'est un argument de dire oui, mais c'est que sa première saison. Oui, je veux bien, Jokic, c'est un monstre. Jokic, ça fait plusieurs années qu'il le fait. Ouais, mais Shai, c'est valuable des deux côtés. Enfin, pour moi, l'argument, il dit attends, si on donne le MVP à Shai, faut pas que dans les discussions on entende c'est une récompense qui lui est donnée car Jokic en a déjà eu 3. Non, moi je viens de vous donner la liste des arguments. Sa ligne de stats à Shai avec le bilan collectif, il est quand même la meilleure, il est dans la meilleure équipe de l'Ouest. Il a des stats de zinzin. Il est valuable pour moi des deux côtés du terrain. Honnêtement, venez pas me dire que c'est parce que c'est sa première saison. Enfin, c'est une saison qui est logiquement MVP. Au contraire, moi je néglige pas la preuve, je vous l'ai dit. L'argument d'un mec qui tourne en triple-double moyenne, parce que je peux vous la faire aussi. Hein. Il est à une interception, mais il est à moins de contre, alors que c'est un pivot. Il perd quasiment 3 ballons et demi par match. Donc c'est chaud. Alors oui, au shoot, il est à 57, 58%, mais c'est un pivot, donc c'est pas les mêmes shoots qui sont pris par lui que par Shai. Il est, certes, oui, ça c'est monstrueux, à 41% à 3 points, et sur la ligne, il est à 80%. Je suis d'accord. Honnêtement, moi, malgré tout, je mets ma petite pièce sur Shai, dû à la saison. Je veux bien que ce soit sa seule saison. Mais voilà, le plus gros argument en faveur de SGA, à mes yeux, c'est le côté two-way. Parce que voilà, Jokic, c'est du jamais vu offensivement, mais les lacunes défensives peuvent jouer en sa défaveur. Pour moi, la preuve, elle est là. Il y en a un qui est premier de la conf Ouest, pas l'autre, et dans son équipe, et c'est pas pour rien, parce que pour moi, si on est honnête, oui, on peut me parler de Lou Dort, mais Shai, il est avec Lou Dort le leader défensif de l'équipe. Il n'y a pas trop de débat là-dessus pour moi. Et voilà, pour moi, c'est un duel exceptionnel, mais encore une fois, mes arguments vont en faveur de Shai, parce que voilà, sa saison. Oui, Caruso aussi. Mais pour moi, Caruso, c'est un excellent élément défensif. Mais c'est pas forcément dans le sens de leader. Voilà, là-dessus. Après, ils sont premiers de la A parce que alors, je dis oui, après, il est premier de la conf Ouest parce que quand il sort, ça continue de tourner. Regardez les ratings des Nuggets sans Jokic, c'est des ratings négatifs carrément. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est un argument tous les jours en faveur de Jokic. Je l'ai expliqué tout à l'heure si vous avez bien écouté. Maintenant, je vais trop laisser un peu plus la parole, mais honnêtement, moi voilà, ça tourne en faveur de Shai, mais encore une fois, Jokic il le mérite. Je suis pas en train de dire que Jokic le mérite pas. Moi, je vous ai donné mes arguments par rapport à Shai pour un peu contrer vos arguments de Shai, c'est que sa première saison à ce niveau. Oui. Et on oublie d'ailleurs qu'il a quand même tourné à 30 points de moyenne la saison dernière. Hein. Voilà, parce que je tiens à le rappeler, c'est pas sa première saison à 30 points de moyenne. Et là, c'est encore pire parce que c'est 33 points. Voilà, je sais pas si on se rend compte du standard. C'est-à-dire c'est 33 points tous les soirs en gros. Voilà, donc je te relaisse un peu la main. Oui, je suis plutôt d'accord avec l'argument du fait que les ratings de Jokic sont quand même assez négatifs quand il n'est pas présent. Mais en même temps, Shai, oui, ça tourne mieux quand il est là. Mais quand il n'est pas là, c'est pas si exceptionnel que ça. Alors oui, ça gagne quand même très souvent parce que le collectif est présent. Mais malgré tout, je trouve que voilà, l'argument des ratings de Jokic, je l'entends et je le partage, c'est à 1000% en faveur du Serbe. Mais faut pas non plus sous-évaluer le côté valuable de Shai. Et effectivement, le côté two-way de SGA est un côté qu'on peut mettre en avant parce que, encore une fois, moi je rebondis, mais Alexa,
qui fait une bonne saison malgré tout. Il fait son carrière high face à qui? Niko Jokic. Jokic. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Jokic, tant offensivement, c'est sensationnel ce qu'il fait, mais défensivement, il a ses limites. Est-ce qu'à un moment donné, bon, on va pas se dire c'est sensationnel Jokic, on reverra peut-être jamais ça, mais il faut peut-être récompenser la saison du meilleur joueur de la meilleure équipe de la Conf Ouest qui réalise des perfs quand même très très fortes, encore 48 points hier. Alors oui, il y a cette histoire de lancer franc, etc. Mais encore une fois, je pense que le dossier de Shai est vraiment très solide. Et je pense, oui, effectivement, on en parle, Rémi en parle, on en a parlé, un co-MVP, ça me paraîtrait pas déconnant. Je pense pas que ça arrivera. Je pense que la lassitude des votants, entre guillemets, hein, on a connu ça même avec LeBron à l'époque, fera que SGA va avoir le MVP, je pense, pour un moment dans la vie. Mais voilà. Moi, je veux juste rebondir sur un argument. Voilà, qui dit le classement, je le considère pas dans ce débat. Mais pourtant, nous, quand on voulait vendre le dossier de Tatum MVP, on était les premiers à parler du fait que Boston était la meilleure équipe de la ligue et que ça roulait sur tout le monde. Donc, je suis pas trop d'accord non plus avec cet argument parce que sinon, on l'a utilisé dans notre... Même si on considérait qu'il serait pas MVP, sinon, on a voulu l'utiliser comme argument pour Jason. Je suis désolé, mais parler du classement et de voir à quel point OKC roule sur la ligue, et c'est en très grande partie grâce à Shai. Enfin, pour moi, le classement, il va dedans. Non, mais le classement, c'est pas moi qui l'ai fait honnêtement de vendre le classement dedans, mais le classement, il y a des gens qui l'ont utilisé, hein, le classement pour Jason, parce que ça parlait du fait que ce soit le joueur le plus valuable de la meilleure équipe de la ligue. Beaucoup l'ont utilisé, et on en avait parlé, et c'est pas l'argument principal, mais c'est un argument de certaines personnes. Voilà. Donc, moi, je contre juste ça en disant que pour moi, l'argument malgré tout de Shai et du classement, le classement est censé compter parce que tu peux pas être valuable d'une équipe qui tourne pas, pour moi. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, oui, les Nuggets, ils sont pas mauvais. Hein, la preuve, ils sont dans le top 4, ils sont troisième actuellement. Voilà. Mais pour moi, le classement rentre en compte qu'on le veuille ou non. Voilà, le classement rentre en compte qu'on le veuille ou non. Donc, en parallèle de ça, pour moi, là aujourd'hui, s'ils sont à, je crois, 55 victoires, c'est en grande partie grâce à Shai. Donc, en termes de valuable, c'est pas parce que les ratings sont en faveur, même si c'est l'argument pour Jokic, que les ratings des d'OKC sont forcément meilleurs sans Shai. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, c'était un peu pour revenir là-dessus. Parce que pour moi, malgré tout, parce que sinon, si c'était ça, Doncic, il aurait dû l'avoir l'année dernière. Oui, oui, Doncic, pour moi, l'année dernière, Si sa on saison... oublie le classement, voilà, si on oublie le classement, Doncic l'année dernière, il y a Westbrook qui en a plus, t'as James Harden qui en a plus. Enfin, parce qu'honnêtement, si on enlève le bilan collectif, il y a des joueurs à qui tu le donnes en fait. Pour moi, le bilan collectif, tu peux pas l'enlever parce que, encore une fois, certes, le MVP, mais il faut être valuable pour son équipe parce que le basket, ça reste un sport d'équipe. Voilà. Mais par contre, encore une fois, oui, Jokic, il est hyper valuable pour son équipe. Voilà, je viens pas là-dessus. Mais voilà, c'est ça qui fait débat tous les ans. L'année passée, même sans le bilan collectif, je le donne à Jokic Paulin. Bah, tu vois, c'est là où nous, on n'est pas d'accord. Parce que la saison de Luka Doncic, enfin. Luka, elle est. Waouh! Je te laisse la parole, hein, mais pour moi, elle est exceptionnelle. Non, je suis d'accord. Non, pour le coup, oui, l'année dernière, honnêtement, et pourtant, Luka, il me saoule un peu sur certains aspects, mais sa saison de l'année dernière, honnêtement, je la trouve exceptionnelle. Et si on mettait un peu de côté le bilan collectif, Luka, pour moi, il est MVP tous les jours de l'année. Luka, l'année dernière, il avait des stats exceptionnelles, il était quasiment triple-double, il était meilleur marqueur de la NBA, il avait des pourcentages qui étaient vraiment bons. Alors effectivement, on va me dire l'aspect défensif, mais bon, c'est la même chose que Jokic. Donc très très sincèrement, et je pense pas que Doncic est pire que Jokic défensivement. Très sincèrement, Luka a déjà fait des efforts défensifs et Jokic en fait quelques-uns, mais si je devais faire un aspect défensif, les deux sont dans le même tiers, très sincèrement. Donc moi, oui, effectivement, Luka l'année dernière, on aurait dû l'avoir. Après, c'est un éternel débat si on prend à quel point on accorde de l'importance au bilan collectif dans le trophée du MVP. Effectivement, c'est le most valuable, mais effectivement, il faut voir à quel point tu es valuable. Est-ce que tu es valuable pour que ton équipe elle soit dans le milieu de tableau? Est-ce que tu es tellement valuable que ton équipe elle est dans les hauteurs du classement, elle est leader de la conf? C'est un débat éternel et voilà, moi je pense que ça, il faut pas oublier voilà, que premier que la conf c'est quand même une conf assez dense et les perfs, moi je le répète, mais sa régularité est quand même forte et voilà, défensivement c'est très 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 solide.
Et ça parlait des lacunes défensives et tout, mais moi je vais juste revenir par exemple pour l'année dernière, entre Luka et Jokic. Jokic l'année dernière il fait une moins bonne saison que cette année puisqu'il est à 26 points, 12 rebonds et 9 passes. C'est-à-dire que Jokic était moins bon l'année dernière. Je vais juste vous rappeler en 70 matchs les stats de Luka Doncic pour bien faire comprendre que si on prend pas le bilan collectif, il devait l'avoir. L'année dernière, Luka Doncic c'est quasiment 34 points de moyenne. C'est encore plus que le bonhomme Shai aujourd'hui. C'est 9 rebonds et quasiment 10 passes. C'est presque une interception et demie par match. Il est à un demi-compte, donc un compte tous les deux matchs. En termes de pourcentage, il est à 48% au tir, il est à 38% à 3 points, il est à 78 sur la ligne. Ok. Les pourcentages de Jokic, c'était 58 au shoot, 36 à 3 points. Donc c'est-à-dire que Jokic était moins fort à 3 points que cette année, et cette année il prend plus de 3 points. Donc honnêtement, si on veut enlever le bilan collectif et que c'est pas censé rentrer en compte, l'année dernière, Luka, parce que son équipe, il la classe pas n'importe où non plus, Luka, hein, l'année dernière. Son équipe, je vais vous le dire, son équipe, il la place 5ème. Il y a 50 victoires avec. Je vois Paulin qui utilise l'argument Luka fait cavalier seul. Enfin, Luka fait cavalier seul. Je suis pas d'accord l'année dernière. Honnêtement, l'année dernière, c'était exceptionnel. Et pour moi, Doncic, oui, en termes de leadership, coucou Grant Williams, je veux bien, mais malgré tout, les stats, voilà, si on veut parler de ça, Doncic l'année dernière, t'en parlais. Et Paulin, j'utilise un peu ton argument où on prend pas forcément beaucoup en compte le classement. Enfin, entre guillemets, le fait de ne pas utiliser le classement comme un argument, bah l'année dernière, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans quel monde Luka l'a pas. Voilà, c'est pas pour minimiser la saison de Jokic, parce que Jokic était fou. Oui, mais most valuable, est-ce qu'on parle de leader ou est-ce qu'on parle de joueur valuable dans le jeu? C'est ça aussi la question. Parce que là, tu parles d'un autre point encore. Tu dis Doncic n'est pas un bon leader. SGA, à contrario, est un leader incroyable, Jokic aussi. Ah, je veux bien l'entendre, mais est-ce que ça rentre dans le débat du MVP? C'est aussi ça la question. C'est est-ce que le leader, tu comptes que c'est dans le débat du MVP ou pas? Parce que ça peut beaucoup jouer aussi. Pour moi, si on parle du MVP, on parle de valuable. On ne me demande pas d'être un leader, on me demande d'être valuable pour mon équipe. À partir du moment où je suis valuable pour mon équipe et que je suis le plus valuable de tous les joueurs de la ligue pour mon équipe, bah c'est moi qui prends le trophée. Donc c'est ça, c'est est-ce que c'est... Voilà, je vois, c'est toujours ça le problème. C'est est-ce que le MVP, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe? Valuable au sens collectif. Ben, désolé, hein, mais au sens collectif, Luka Doncic l'année dernière, je suis pas d'accord. C'est pas une saison où il fait cavalier seul pour moi. Donc, voilà, je suis d'accord, je peux rebondir sur un truc. Vas-y. Ouais, je rebondis juste sur. Dont Luka fait cavalier seul, je veux juste rebondir sur ça. Quand même, je trouve que Luka, effectivement, en termes de leadership, il a ses défauts, mais en termes au niveau du jeu, je pense à un Lively qu'il a beaucoup mis en valeur, qui s'épanouissait vachement avec lui. Je pense à PG Washington, qui honnêtement, voilà, même en termes de leadership, avec Luka, voilà, c'était son soldat, il toujours dit, et voilà, il était assez fort. Je pense que Luka c'est quand même mettre beaucoup en avant ses coéquipiers. Alors oui, leadership, ok, pas ouf, mais dans le niveau purement basketball, je trouve que Luka est quand même quelqu'un qui sait sublimer un collectif, même si des fois il a son côté égoïste, je trouve quand même qu'il sait, il sait ne pas faire cavalier seul, et donc cet argument-là, moi je suis pas vraiment d'accord. Et je vais même t'appuyer parce que l'année dernière, ok, il y a eu l'épisode Grant Williams et il y a eu quelques soucis, mais globalement, quand on écoutait les gars parler du leader qui était Doncic, enfin l'année dernière, c'était pas un si mauvais leader que ce qu'on peut dire de lui sur les autres saisons. Sur les saisons précédentes, je suis totalement d'accord, mais l'année dernière, parce que en plus de ça, le leader, on l'a vu en playoff. Enfin, il a accompagné son équipe jusqu'au bout, et oui, là on parle de la régulière pour le MVP, mais l'année dernière, même dans la régulière, enfin moi j'ai vu un Doncic soutenir ses gars, même s'il y a eu l'épisode Grant Williams, même s'il y a eu des épisodes compliqués, sur toute la fin de saison, le mec était derrière ses coéquipiers, le mec les a poussés, et le mec quand même, c'était Kyrie Irving je crois qu'on avait parlé ou autre, qui avait dit que tous ensemble ils s'étaient dit on va aller au bout, et tu le voyais sur le terrain, Kyrie, PG, Lively, etc. Ça suivait sans broncher Doncic, peu importe. Donc là-dessus, pour moi, l'argument du leader l'année dernière, c'est pas vraiment un si bon argument que ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Pour moi, je suis pas forcément d'accord. Je comprends que Jokic l'ait eu l'année dernière. Moi, je reviens pas du tout dessus. Encore une fois, il est stratosphérique aussi. Mais c'est que. Voilà, il y a le game winner de Kyrie face aux Nuggets. Mais du coup, honnêtement, moi, l'année dernière, voilà pourquoi, moi, l'année dernière, je leur ai donné, si on enlève l'argument du truc, donc, comme l'année dernière, moi, ça me choque pas que Jokic l'ait eu, pour moi, c'est SGA qui doit l'avoir cette année, parce que lui, c'est encore, pour moi, même si les stats sont, en termes de rebonds et de passes, et même de points, sont moins fortes que le Luka Doncic de l'année dernière,
Et je dis, il y a quand même le côté défensif qui rentre en compte. Et le côté défensif, il est quand même monstrueux parce qu'au-delà des stats, enfin, il t'étoffe son adversaire principal. Donc, Oui, Kyrie en 2023, on parle pas de 2024. On parle de oui. 2023. L'année dernière, c'est la saison 2024. Il a Oui, Kyrie évolué, avant, mais Kyrie l'année dernière, je ne l'ai pas trop entendu parler du leadership de Doncic. Honnêtement, au au contraire. contraire. Au contraire, l'année dernière, justement. Ton argument, il est. Parce qu'on ne parle pas du MVP d'il y a 2, 3, 4 saisons. Les stats que j'ai énoncées, c'est celles de la saison dernière, 2024. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. On oublie les sources qui disent. Je veux bien, mais. T'as dit Christophe Savic. T'as pas parlé de 2024. Non, 2024, Dans, honnêtement, il dans, y a vraiment eu. dans ton message, tu me parles. Je veux bien que tu dises que je lis ce qui m'arrange. Je suis pas d'accord. Dans ton message, tu me parles pas de 2024. Tu me parles des sources après du vestiaire qui disent que le leadership de Luka est insuffisant. Mais tu me dis pas de quelle année c'est. Donc moi, j'englobe le message complet. Pour moi, c'est 2023. Dans ce cas-là, précise-moi que ça parle de l'année dernière. Et ok, il y a peut-être des sources proches. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi les joueurs le suivent comme ça? Donc moi je suis pas Oui. d'accord avec Ah, l'argument du leadership. Pour moi l'année dernière, si moi j'utilise ce que tu me dis, pour moi Luka Doncic devait avoir le MVP. Si tu veux le donner à Jokic cette année, bah tu le donnais oui. à Luka l'année dernière. Mais informé ou pas sur le sujet, moi je me base sur surtout la vidéo. Je veux bien qu'on parle des sources proches qui ressortaient des discours de joueurs, mais moi quand les joueurs font certaines déclarations, je vais quand même faire confiance aux déclats des joueurs. Après, je sais, peut-être que pour toi, oui, ça, je dis pas que n'a pas d'importance, mais il y a quand même des joueurs qui ont souligné que malgré tout l'année dernière, enfin, c'était pas les critiques qu'on a eues sur les deux trois dernières saisons. Je suis d'accord. Je Je suis parle d'accord, des et moi, stats, j'ai pas je vu, ne te, pour le en coup, fait, le Jokic Luka, je parle vraiment statistiquement. Je parle pas du reste. Je te laisse la main. non, je rebondis juste vite fait sur les sources du vestiaire. Alors, personnellement, moi, j'en ai pas entendu parler. Pour le coup, j'ai plus entendu parler justement que, bon, Lucas, c'était pas le leader of all time, mais que les gars étaient prêts à le suivre à la guerre, qui était vraiment, voilà, quelqu'un qui avait su mobiliser son équipe. Et derrière lui, et des soldats avec lui. On a bien vu les réactions quand même quand il s'est fait trade de la part de ses coéquipiers. Ça quand même reflète quand même un petit peu l'image qu'il avait dans le vestiaire. Après, très sincèrement, oui, je rebondis, je suis d'accord avec toi pour le coup. La comparaison de Jokic-Luka, c'est juste, oui, statistiquement parlant, il y a un peu dans le type de la C'est saison. ça. L'année dernière, on reprochait à Luka son bilan collectif. On disait, oh, stat exceptionnel, ah, waouh, mais ton bilan collectif, il est pas assez bon pour être MVP. C'est Pareil, ça. Jokic, ok, c'est pas le même type de joueur, c'est pas le même type de jeu, et de leadership si on veut. Mais dans l'aspect global de la saison, c'est un peu la même chose. On a dit Jokic, stade de zinzin. Maintenant, il faut que le bilan collectif suive. Et pourquoi pas. Mais au final, bah, c'est un peu la même chose que Luka l'année dernière. C'est stat exceptionnel, mais bilan collectif, on dit, bon, allez, ça bloque un petit peu. C'est ça. Et en fait, encore une fois, l'année dernière, c'est pareil. Tu le donnes à Doncic ou à Jokic, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, Paulin, il nous dit qu'il a fait les grilles. Bah, dans tous les cas, moi, je reste sur mon avis que je le donne à Shai et à Doncic l'année dernière. C'est mes arguments personnels. Encore une fois, l'année dernière, tu l'as donné à Jokic et tu le donnes à Jokic cette année. C'est pas surprenant non plus. Ça fait quand même 2 saisons qu'on a un duel de zinzin entre deux gars. Là, c'est encore plus fou cette année parce que, en plus du jeu, statistiquement, c'est encore plus exceptionnel, le duel. Oui. Mais voilà, en tout cas, honnêtement, c'est juste que voilà, j'ai voulu reprendre tes arguments, Paulin, pour te montrer que si on prenait tes arguments, bah il y a des MVP, et tu l'as dit toi-même, les 10 derniers MVP, on peut aussi les rejouer si on enlève le bilan, même si on parle pas que le prisme des stats, hein. Si on enlève le bilan collectif, les 10 derniers MVP, bah il y a encore un débat qui se crée. C'est pour ça. Euh, ben, c'est là où j'ai du mal à comprendre le fait que tu dises que cette année, t'as aucun souci si Shai l'a et que tu seras grave heureux pour lui et que si Luca l'avait eu l'année dernière, ça te serait resté en travers de la gorge. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça non plus. Donc, Après, il y a la personnalité du joueur aussi. Et Luka est vachement clivant, dans bien le sûr. sens avec les arbitres, dans son style de jeu, je peux l'entendre. Mais en termes de pure statistique et de niveau de jeu, bah moi, ça me serait pas resté en travers de la gorge. J'aurais dit, bah ok, moi ça me va et j'aurais été plutôt d'accord pour le coup. Et vous savez à quel point je suis pas un grand amoureux de Doncic, hein, puisque quand il y avait eu les débats, et il y en a toujours eu, de tu construis ton équipe autour de Doncic
ou de Jason, j'ai toujours dit et j'ai toujours prôné, et je prônerai toujours le fait de construire autour de Jason. Mais l'année dernière, j'étais l'un des fervents mecs qui disaient que si Luka l'avait, il n'y avait aucun problème. Alors, on n'est pas en train de dire que Luka mérite plus que Shai cette saison. Hein. Shai, il mérite plus cette saison que Luka l'a mérité la saison passée. Mais il faut pas Oui, enterrer ce que oui, Luka a fait l'année dernière. Je vois Shai c'est la ça. définition même du MVP. Luka est la définition du génie, mais il n'est pas le most valuable de la ligue. Ben, encore une fois, l'année dernière, je suis pas forcément d'accord. Après, c'est ton Oui, avis, je l'entends. Euh, Parce que de toute façon, Shai a l'argument de la défense pour moi qui est beaucoup trop fort. Et qui fait que pour moi, c'est le MVP de cette année et que j'ai même pas de débat là-dessus. Et que Jokic peut être aussi impressionnant qu'il le veut offensivement. Moi, cette année, je le donne à Shai. Encore une fois, ça n'enlève rien au fait que si Jokic là, je suis très heureux pour lui et ça c'est pas immérité du tout, au contraire c'est même mérité. Donc honnêtement là-dessus, c'est fou. On vit une saison folle et encore une fois pour moi c'est la plus belle course au MVP. Il n'y a pas de débat. Mais j'étais juste en train de rebondir sur les arguments utilisés. Et tu vois, c'est là où je dis que les arguments sont utilisés quand ça arrange un petit peu aussi. Parce que pour là on t'aime bien, mais là on t'a donné un peu des petits arguments que tu as utilisés pour dire. Et après tu retournes un peu l'argument en disant qu'il n'était pas utilisé comme ça. Voilà. Mais je suis d'accord par contre sur le fait que s'il évolue pas mentalement, il ne sera jamais Luka. Et ça, on est d'accord. Mais encore une fois, sa saison l'année dernière, pour moi, elle méritait un MVP. Après, voilà. Vous aimeriez que Lucas soit un exemple pour tous. Un MVP doit être un exemple pour tous. Vous aimeriez que Lucas soit un exemple pour tous, au-delà de son caractère, son application. Ouais, mais dans ce cas-là, je pense que Chimo, il a des choses à dire. pas d'accord. Oui, effectivement, on peut critiquer l'implication de Luka, mais quand on regarde dans le passé, il y a certains MVP, je suis pas sûr qu'à chaque son implication était exceptionnelle, par exemple. Et pourtant, bah, voilà, on connaît son palmarès. L'argument de l'implication, je suis désolé, mais Jokic, ok, sur le terrain, il s'implique. Dans son côté, je m'en bats les couilles un petit peu de, voilà, je fais juste ça, c'est mon job, et je vais faire mes courses de chevaux en Serbie. Bah, on peut aussi le critiquer. Alors moi, je le critique pas, mais ça peut être critiquable par certaines Et personnes. puis, Et chaque implication pas exceptionnelle, il n'était pas le plus grand professionnel. bah, dans ce cas-là, C'est connu, reconnu, il t'a lui-même dit, pour le coup. non mais moi, je vais même rebondir sur ce que tu dis. Et ça dit, il y a le 1-1 à chaque match de Doncic. Mais dans ce cas-là, je vois pas. Parce qu'on est les premiers, nous, à l'avoir. Et là, dans le chat, on est tous d'accord hein, sur Embiid. Mais Embiid l'a quand même eu alors que c'était 1-1 en personne aussi. Donc honnêtement, si Embiid l'a eu, je vois pas dans quel monde c'était immérité de la part de Luka de l'avoir l'année dernière. C'est ça que je veux dire. Shaq c'était juste un bouffon. Oui, par contre, je suis d'accord. T'es peut-être un peu dur sur les mots de l'implication par rapport à Shaq. Là, je te trouve peut-être un peu dur. Mais moi, pour moi, il n'y a pas besoin de remonter aussi loin. Hein. MVP l'a eu en étant le 1-1 originel. Joel Embiid l'a eu alors que le mec, c'est autant de lancers que Shai. Voire Oui, plus. En tout cas, voilà, j'exagère peut-être un peu. Mais voilà, et donc, pour moi, c'est là où en fait je dis ça, c'est que si Embiid en tant que 1-1 l'a eu, enfin pour moi, Embiid, c'est pas un exemple. Hein. Pourtant, il a eu le MVP. Et tu vois, Embiid, je suis 10 ah 000% oui, d'accord, j'aurais préféré Luka. Donc c'est pour ça que je dis que Luka l'année dernière, si on prend certains prismes, c'est-à-dire qu'on enlève le bilan collectif, qu'on prend le prisme du jeu principalement, etc., Luka, tu lui donnes le MVP l'année dernière, pour moi, c'est mérité. J'ai preneur en la faveur des deux dossiers, et honnêtement, l'année dernière, par exemple, j'ai pas fait de choix entre Jokic et Luka. Par rapport au comportement, forcément, j'avais eu la tendance à dire, mais parce que vous savez que je suis pas un grand fan de Luka, donc j'avais dit Jokic. Mais voilà, et c'est plus par rapport à ça que je dis ça aussi. C'est que j'entends le côté exemple, mais malheureusement, ça joue pas forcément dans la balance du MVP, puisque bah, Embiid l'a eu. oui. Donc c'est pour ça. Et en plus, avec Embiid, on l'a vu, il y a quand même des années où ça a tendance à récompenser une personne qui fait une saison exceptionnelle. Donc voilà pourquoi moi, Jokic l'a eu l'année dernière très bien et c'était mérité. Mais voilà pourquoi, entre guillemets, je dis que par exemple, encore une fois, je ne mets pas au même niveau, hein, mais je dis que Shai cette année ou Luka l'année dernière, c'est des mecs qui font une saison tellement exceptionnelle que pour moi, ils le méritent aussi. Mais Puis, Shai est peut-être le plus méritant des dernières courses au MVP de mon point de vue. En tout cas, des deux-trois dernières courses. Pour moi, peut-être quand même pas Jokic 2022, parce que Jokic 2022, c'est quand même suffisamment exceptionnel. Mais en tout cas, de 2023, 2024, 2025, pour moi, je trouve que peut-être le plus méritant potentiellement, même si j'enlève rien à Jokic cette saison, qui est pour moi le deuxième plus méritant, parce que comme on l'a dit, on est sur deux saisons qui normalement sont unanimes. Voilà. Voilà pourquoi moi je donne Shai. Et je pense que c'est pour ça que toi aussi tu donnes Shai. Mais Paulin, par contre, ouais. j'entends tous tes arguments et on les a même soulignés nous-mêmes pour Jokic. Oui, moi, je rebondis juste pour clôturer un petit peu. Effectivement, moi j'entends les arguments de Paulin et je tiens à dire justement que c'est intéressant et moi je trouve ça super génial qu'il y ait justement un contrepoint de vue
voilà, nous, on est plutôt d'accord sur Shai. Voilà, le fait que Paulin, voilà, donne son point de vue avec des arguments et qu'il y a un débat, moi, j'apprécie beaucoup, je veux le remercier pour ça. Après, voilà, juste une petite note humoristique. Embiid, je pense que c'est le seul mec contre qui on va tous être d'accord et qui va nous réunir. Et ça, c'est beau. Et voilà, Shai, c'est violent. Je lis le message, Shai, c'est violent depuis à Nice. On parle de two-way, c'est le potentiel two-way MVP. D'accord, en termes de two-way, c'est vraiment Shai, c'est vraiment très très fort. Et vraiment, je pense qu'il faut récompenser sa saison. Bien sûr. Mais récompenser sa saison ne veut pas dire minimiser la saison de Jokic. Bien sûr. Au contraire, je pense qu'on en reparlera dans des années, on se dira que c'était une des plus belles courses au MVP. Mais je pense que voilà, la saison de Shai mérite d'être récompensée. Mais voilà, Jokic là, ça me déplairait pas, ça me dérangerait pas personnellement. Moi, j'aime plus JT et un jour sans MVP. Bah, JT, de toute façon, bah tiens, on peut rapidement en parler puisque là, il y a quand même quelques fans des Six aussi. Après, Shai va encore proposer quelques années à ce niveau, il finira avec plusieurs MVP, c'est certain, bien sûr. Et je pense que dans quelques années, surtout, on en parlait si on a un départ par exemple de Jaylen Brown des Celtics. Pour moi, à partir du moment où si Brown part des Six, on va forcément avoir un Tatum qui rentrera encore plus dans les discussions MVP. Shai, j'ai du mal à ne pas le voir rester à ce niveau au moins 2, 3, 4 ans minimum. C'est mon point de vue. Je pense que même pour les 4 prochaines saisons, on aura un Shai de ce niveau. Jokic, je vois pas dans quel monde il perd aussi de son niveau, en tout cas d'ici 2, 3 saisons. Donc je pense que. Et puis si Giannis et Jason sont à ce niveau et même augmentent encore leur niveau, on peut avoir 4 mecs exceptionnels. Parce qu'on dit que cette année c'est la plus belle, mais c'est la plus belle jusqu'à maintenant. On n'est pas à l'abri d'avoir encore 2, 3, 4 saisons de malade mental dans les courses au MVP. JT qui fait une saison à plus de 48% de field goal, je paye ma tournée. Honnêtement, moi il y a un monde dans lequel je me dis d'ici 2-3 ans il est capable. Donc on verra bien. Mais en tout cas, et puis si on a un Doncic qui décide de se remettre dedans et de vraiment bien rejouer au basket, etc., d'être bien dans ses baskets, on a 5 mecs qui chaque année se battront pour le MVP. Et pour moi, je pense que la saison de cette année est juste un déclenchement de magnifiques saisons dans les courses au MVP qu'on va avoir dans les prochaines années. Pour toi, si tu devais citer les 5 joueurs là, qui te viennent en tête. Les 5, je viens de les citer, mais j'attends parce que dans 3 ans, même pas dans 2 ans, il y en a un autre qui rentre aussi. On aura même une course au MVP à 6. Parce que pour moi, on a Shai, Nikola Jokic, Giannis et Jason, Luka Doncic et bien évidemment Victor Wembanyama. Voilà. Pour moi, c'est actuellement les 6 joueurs qui vont nous faire vivre. En fait, je sais pas si on se rend compte, avec les 6 noms que j'ai cités, on a potentiellement une lutte pour le MVP à 6 chaque année. Oui. Et on n'oublie pas les joueurs comme Donovan Mitchell, Jalen Brunson qui, sur des coups d'éclat sur une saison, peuvent avoir des dossiers solides. Donc, honnêtement, Peyton Pritchard, il y a une follow si tu veux. Peyton Pritchard, ça va être le 6e homme de l'année. Voilà. Et il en aura, s'il continue dans ce rôle-là, il en aura pas qu'un. Voilà, je tiens à le dire. Si il en a. Rémi qui dit les 6 noms, je bande déjà. Franchement, je sais pas si on s'en rend compte, mais ouais, honnêtement, là, je viens de citer les 6 noms. En plus, c'est 6 noms de joueurs de basket qui, quand on regarde vraiment basketballement parlant, si on peut le dire comme ça, c'est des noms qui te font kiffer. On met Derrick White aussi, du coup, parce que Célestin dit attention, il faudra faire attention. Il y a un rookie pas dégueu qui s'appelle LeBron James qui peut être MVP un jour. C'est vrai que en vrai, la saison de LeBron aussi est quand même très très solide cette année. Oui. C'est du haut niveau. Et ben, je te propose de clôturer là-dessus. Voilà, sur les 6 noms qu'on a proposés. Les 6 noms avec quelque chose de magnifique qui va pouvoir se produire, je pense, dans les prochaines années niveau basket. Je pense qu'on est dans une ère NBA où on va se régaler pour au moins les 10 prochaines années. On a des monstres en termes de visage parce que on parle des 6, hein, mais on a les dossiers des jeunes comme Anthony Edwards qui vont arriver derrière. Donc honnêtement, il y a pas mal de choses. Je te laisse la parole pour la fin et pour qu'on puisse dire au revoir à tout le monde. Ben, je suis plutôt d'accord. Je vais clôturer très rapidement. Je vois que ça s'envoie des petits messages. Bisous, bonne nuit à vous. Voilà, très sincèrement, voilà, on va avoir une course qui va être folle. On a un niveau de rivalité, de niveau de basketball, en parlant qui va être fou. En plus, il y en a pour tous les goûts. Très sincèrement, si on veut voilà, discuter très rapidement, il y a du Victor qui est un alien, défensivement, offensivement, qui sait un peu tout
faire. On a un Luka qui est un maestro, mais défensivement, voilà, un peu compliqué. On a un JT qui est complet partout. Donc très sincèrement, on va se régaler, on va continuer à en parler, à en débattre le plus longtemps possible, je l'espère, ensemble. Et en tout cas, voilà, les avis de tout le monde étaient super sympas à suivre. Moi, je me suis régalé pour ce live. Encore une fois, je vous remercie dans le chat pour tous vos messages. C'est un régal, très sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Je suis éclaté du week-end. J'ai le nez qui s'est pris un ballon de basket, un ballon de foot dans la figure, mais je suis présent et je suis content d'être là. Et voilà, voilà, je te laisse la main pour clôturer. Et juste avant, je voulais encore te remercier pour ce live, bien évidemment. Eh bien, merci à toi pour ce live. Le duo le plus utilisé, comme certains disent, les compos. Voilà la compo la plus utilisée par Game Time pour l'instant depuis la reprise. On espère que les compos vont être variés. Ça devrait pas tarder à arriver. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir d'être avec toi ce soir. Vraiment merci au chat parce que, encore une fois, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'on avait beau pas être en accord. Pour moi, personne n'avait tort. Parce que les arguments de tout le monde étaient logiques. Voilà, parce que même si Timo et moi on était globalement d'accord nous deux, vous étiez en désaccord avec nous, mais même là où vous étiez en désaccord, bah on pouvait pas vous regarder et vous dire votre argument n'est pas bon, votre argument est fou. Puisque voilà, pour moi c'était vraiment génial. Vous avez été énormément à discuter, ça nous a fait plaisir. Je vais parler rapidement entre guillemets statistiques pour nous au niveau du live. On a passé une grande partie de la soirée à 10 ou plus. Oui. Le début, la fin, on a plus été aux alentours de 7, 8, etc. Que ce soit au tout début ou à la fin. Mais merci, on a eu une partie à 12, 13 assez longtemps. On s'est retrouvé, je crois, à 14 à un moment. Donc honnêtement, merci à vous. Ça nous fait plaisir. Voilà, parce que nous, on est là, on est dans nos chambres. On est dans des pièces, voilà. Mais en fait, sans vous, on fait pas ça. C'est ça. On vous l'a dit, voilà. 2025, ça va être une année folle. Attendez-vous, j'espère pouvoir le faire le plus tôt possible, mais une petite surprise par rapport à notre week-end lillois. Voilà. Alors, je tiens à préciser que la petite surprise, malheureusement, il n'y aura pas d'image de jeu. Vous ne verrez pas d'image footballistique ou basketballistique. Mais en tout cas, vous verrez un peu les réactions de tout le monde, que ce soit par rapport au futsal ou au basket. Voilà, notamment, voilà, buteur au premier essai. Gardez cette référence en tête. Célestin. Vous le verrez dans la... Si tout se passe bien dans le petit vlog. Ah, le Magic a battu les Cavs pour le mot de la fin. C'est beau, fin de série pour les Cavs. Attention au Magic, du coup je peux le remettre. Va falloir flouter les vestiaires. Voilà, mais donc en tout cas, merci à vous. C'était génial, je me suis régalé. Le week-end était fou, on n'a plus de voix, on est capoute. Mais c'est pour la bonne cause. Nous on se régale, c'est que du bonheur, que du kiff. Donc voilà, je pense que là il va être l'heure de se dire au revoir. Et je pense qu'on peut vous faire de gros bisous et vous dire à la prochaine. Et du coup, ah oui, petit changement. J'ai une petite annonce là juste avant qu'on fasse un petit bisou, un petit ciao. J'avais oublié, Timo ne sera pas là jeudi. C'est moi qui vais prendre sa place avec Nico. Donc finalement, jeudi, vous retrouverez le duo Nico et moi. Timo a un petit empêchement de dernière minute, donc voilà. Oui. Mais Timo, si je ne me trompe pas, vous le retrouverez le jeudi d'après ou le dimanche, je ne sais plus. Mais voilà. Dimanche d'après, oui. Le dimanche d'après avec moi-même, justement. Le retour du duo. Donc sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Un gros ciao. Et des gros bisous à vous.